Ravi de vous retrouver pour cet épisode, pour un épisode un peu particulier de Chef. Aujourd'hui, on tourne une nouvelle page. Pour la première fois, ce podcast que vous écoutez depuis des années se regarde. Ouais, Chef débarque en vidéo, ici, sur YouTube, et je suis très heureux que ce soit Éloi Spindler qui inaugure cette nouvelle ère. Vous connaissez sûrement Éloi qui d'ailleurs a percé le plafond du 1 million de vues cette semaine avec une vidéo sur YouTube. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef, et je vous invite maintenant à découvrir la voix, le parcours, les valeurs d'un chef dont la maîtrise et le savoir dépassent le costume et son image. Un chef qui ne cesse de prendre de la valeur. Voici l'histoire d'Éloi Spindler. Salut Éloi. Ça va? Ouais, ça va très bien. Tu inaugures la nouvelle ère du podcast Chef. Premier épisode filmé en studio. Bonjour. C'est trop bien que ce soit toi. C'est pas fait exprès. Je précise que c'est pas fait exprès parce que les gens te connaissent très certainement. T'es ici chez toi, alors pas dans ce studio, mais sur YouTube. Et c'est cool que ce soit toi. Non, mais je suis trop content. Depuis le temps qu'on devait le faire en plus. Trop bien. Merci. Tu seras notre parrain de YouTube. On va en parler justement de YouTube. On y viendra forcément parce que c'est difficile de t'en dissocier aujourd'hui. Mais sous ce costume, il y a déjà une veste que tu as eue avant de porter les couteaux. Et on va parler de cette cuisine parce que c'est quand même le cœur de ton métier, de ton histoire, forcément. Si on en parle aujourd'hui de ta cuisine, tu la définirais comment ? C'est une cuisine qui est, j'aime pas le mot simple, mais qui est quand même très simple, très ancrée dans le savoir-faire français. J'ai fait 7 ans à l'école Ferrandi. La base de la cuisine française, je l'ai vu et revu. Je suis pas le meilleur technicien, comme pourrait l'être un meilleur ouvrier de France, par exemple. Mais en revanche, j'ai une culture gastronomique qui est vraiment ancrée dans la culture française. Et ensuite, j'essaie d'ouvrir mes chakras pour apporter toujours quelque chose qui vient un petit peu d'ailleurs. Donc, c'est d'une certaine forme, c'est une cuisine fusion, je pense. Il y a plusieurs adresses dans lesquelles elle se décline, cette cuisine. Aujourd'hui, on a vu naître Orgueil, on a connu Colère, un nouveau péché s'ouvre désormais, avec Envie. Oui, totalement. Comment on décline sa cuisine quand on a comme ça une série d'adresses qui vont s'exprimer un peu différemment chacune? Comment on arrive justement à décliner sa pâte? Je pense que la base de la cuisine est toujours la même. Maintenant, on vient ajouter des facteurs différents. Orgueil, c'est peut-être pas le moins abouti, mais c'est peut-être la cuisine qui me ressemble le plus, puisque c'est vraiment ma cuisine de base, celle dont je suis fier, avec les producteurs qui m'accompagnent, les équipes qui m'accompagnent. Colère, il a fallu travailler sur le piquant à la française, donc ça a été vraiment insister sur le piment, le poivre, etc., que j'apprécie déjà beaucoup. Ça, je précise pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Moi, cette expérience, je m'en souviens très bien, puisque j'étais là très rapidement après l'ouverture. J'ai trouvé que c'était un parti pris. Moi, je déteste les cuisines trop relevées. C'est un truc par principe, je ne comprends pas. Je me dis, mais pourquoi on va se... Et là, quand j'ai goûté ça, et que j'ai découvert que la carte était tramée sur ce fil-là, justement, un peu audacieux, d'aller chercher du piquant, comme tu le dis, je me suis dit, mais quel courage de monter une adresse autour de ça. Et, moi qui n'aime pas ça, j'ai trouvé que les curseurs étaient pile au bon endroit, à tous les niveaux. Il y avait une provocation, mais ça franchissait jamais la ligne, et c'était très juste. Et je me suis dit que c'était une option et un parti pris hyper courageux. Merci beaucoup. L'idée, c'est que le piment, c'est vraiment un exhausteur de goût, comme le sel, le sucre et les autres goûts. Donc, c'est aussi pour ça que c'est aussi populaire dans beaucoup de cuisines, que ce soit en Amérique du Sud ou en Afrique ou en Asie. Ouais, mais ici, c'est clivant. Oui et non, parce qu'en fait, il suffit d'en mettre un petit peu et ensuite on augmente la dose et ensuite moi maintenant je me surprends parfois en me dire putain, il manque un truc dans ce plat, je sais pas ce que c'est. Ah ouais. Mais parce que quand on est formé à la cuisine française, c'est pas une option en fait de rajouter un piment. Et en fait, il y a des fois où je me dis putain, mais en fait c'est juste il me faut un peu de piment et c'est trop bon quoi. Ouais. Mais c'est assez hallucinant. Tu commences à avoir ce réflexe désormais. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le réflexe aussi de la clientèle. Est-ce qu'elle adhère? Est-ce que comme moi, elle était un peu... Moi au début, quand j'ai vu cette carte, je me suis dit mais attends, c'est une blague. Et en fait, tout est passé nickel. Et je l'ai conseillé maintes et maintes fois, malgré ce parti pris. Est-ce que tu vois un retour de la clientèle enthousiaste? Parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours du monde chez toi. En fait, on a eu plus ou moins des ratés parce que tout le monde a un palais piment avec une sensibilité au piment qui est différente. Typiquement, il y a des gens qui mangent très pimenté et qui vont trouver ça pas assez pimenté au début. Ouais. Et des gens qui étaient effrayés à l'idée de venir parce que c'était trop pimenté. Donc l'idée, ça a été d'avoir quelque chose qui réchauffe le palais. Et ensuite de venir avec soit un condiment, soit un beurre qu'on met maintenant sur table automatiquement, qui lui est plutôt relevé. On utilise des piments des jardins des Camis en Normandie,
Donc ça pousse comme les poivrons. Hein. Donc à la fin de l'été, on peut avoir des piments quasiment partout en France maintenant. Et en fait, on a un beurre au Carolina Reaper qui est le piment naturel le plus piquant. Et ensuite, les gens peuvent le. D'accord, ça c'est le petit truc pour se remettre un petit shot si on a envie que ça, ce soit un peu après, plus pour remonter le curseur. Il y en a qui le mangent, qui le font en tartine, mais l'idée c'est de pouvoir l'ajouter dans le plat à sa convenance. On va essayer de comprendre justement comment t'en es arrivé à toutes ces idées et à cette petite constellation. C'est le début d'une constellation quand même qui est en train de se dessiner en termes de restaurant. On va remonter ton histoire, on monte le fil. Allez. Tu peux nous décrire peut-être le tout début de l'histoire, l'endroit où t'as grandi, dans quel environnement le petit Éloi a fait ses premiers pas. Moi j'ai grandi en banlieue parisienne, à Sèvres très exactement, et ensuite au divorce de mes parents, je me suis un peu baladé dans toutes les villes autour de Sèvres. Que ce soit Saint-Cloud, Suresnes, Boulogne. Et en fait, mes parents ont toujours très bien cuisiné. Pour eux, c'était vraiment tous important. Les deux. Ouais, tous les deux. Ils faisaient une cuisine qui était très différente. Ma mère, vraiment, cuisine quotidienne, mais du bon produit, des petites courgettes bien faites, un gâteau de pommes de terre absolument exceptionnel. Et mon père, c'était plutôt... il aimait bien cuisiner, mais le week-end, quand il avait le temps, quand il pouvait faire des recettes un peu marrantes. C'est marrant, ça c'est un truc traditionnel. Les papas prennent un peu plus le temps, font des recettes peut-être un peu plus élaborées, un peu plus complexes. Et les mamans sont plus dans la quotidienneté, ont le fil rouge. Ok. En tout cas, moi, dans mon foyer, c'était comme ça. Et ensuite, il y avait mes grands-parents maternels qui, eux, cuisinaient vraiment beaucoup et qui aimaient recevoir surtout. Ah ouais. Parce qu'il y a vraiment cette notion d'aimer recevoir qui est hyper importante. Et je pense... Il y avait des réunions comme ça, familiales, même si tu dis que tes parents étaient séparés. De fait, il y a... ça scinde un peu les choses en général, mais... Oui, alors, déjà, quand ils étaient encore ensemble, oui, il y avait les grandes réunions familiales, mais Noël, chez nous, c'est sacré parce que c'est en fait la plupart de ma famille est à Bourgogne, mon oncle est à Grenoble et nous on est à Paris. Donc en fait, c'est un peu Noël, c'était le moment où tout le monde se rassemblait. C'est ça, il y a une fête généralement à Noël où tout le monde se retrouve et une fête au moment de l'été aussi où tout le monde se retrouve aussi. Ah ouais. Et là, la table a son importance. Bah oui, c'est la personne qui reçoit souvent ma tante qui est du coup toute stressée pendant les 3 jours qui précèdent parce que c'est le challenge. Ouais, okay. Et elle reçoit tout le monde et en plus on a tous des caractères qui nous appartiennent bien, on va dire. On connaît les problèmes familiaux hein. Et donc c'est un gros stress pour ma tante, donc on essaie de l'aider un peu comme on peut, mais c'est jamais très évident. C'est bon ça. Mais c'est quand en cuisine en fait, qu'est-ce qu'on peut se faire du mal pour faire plaisir. C'est quand même triste hein. La cuisine implique aussi de toute façon cette énergie-là et c'est compliqué. Est-ce que toi, tu as des souvenirs de toi en cuisine quand tu étais petit, dans ton enfance? Est-ce que tu as des goûts? Tu as parlé d'un gâteau de pommes de terre, là, c'est ça qui est apparemment ma mère, c'était, mémorable? Juste du lard, des pommes de terre, de la crème, du fromage. Mais toi, tu cuisinais? Moi, j'ai commencé à cuisiner vraiment au collège quand je m'occupais de mon petit frère. Ah ouais. Après les cours le mercredi, je lui faisais des... C'est toi qui prenais le truc en charge? Le déjeuner, bon, c'était un peu discutable au début. C'était quoi? Mon classique à l'époque, c'était un classique, le plat signature d'Éloi Spindler à 14 ans. Ah non, pas 14 ans, je devais en avoir 11 ou 12. Ah ouais, ok. C'était vraiment pain de mie, passé au grille-pain. Ouais, jusque là, ok. C'était caché, congelé à l'époque. Au chaud, ok. Passé au micro-ondes. Ok. Coloré, bien à la poêle. D'accord. Déglacé au vinaigre balsamique. Ah quand même. Mis dans le pain. Le pain tartiné avec de la savoura, une demi-mozzarella. Et pour faire fondre la mozzarella, je mettais tout au micro-ondes. D'accord. Bon, catastrophique. Ça part un peu dans tous les sens. Non, mais en tout cas, il y a beaucoup de gestes. Il y avait une envie de cuisiner. Ouais, ça déglace. On déglace pas à 12 ans normalement, on sait même pas comment ça marche. Donc bon, ça part dans tous les sens cette histoire. Mais au final, il y avait quand même un truc. C'était un truc que t'aimais bien faire ou pas du tout ça? Se retrouver en cuisine. Là, en l'occurrence, il y a le côté grand frère qui joue, mais... en fait, je me rends compte vraiment, mais je pense que je me suis rendu compte il y a peut-être 4 ou 5 ans, ce qui me plaît le plus, c'est le travail de l'artisan, c'est le travail de faire quelque chose avec ses mains en fait. C'est tellement satisfaisant quand tout se passe parfaitement. Donc il y a des fois où un mercredi où j'étais pas content parce que ça avait pas le goût que je voulais. Ouais. Mais t'avais quand même déjà ce truc d'aller au bout de cette histoire et de savoir si c'était bien ou pas quoi. Et c'est vraiment la satisfaction du travail bien fait, c'est... Et sur un métier d'artisanat, c'est quand même beaucoup plus tangible que sur d'autres métiers. Est-ce que c'est un truc auquel je pense souvent? J'y pense souvent moi pour les métiers de la salle, plus que pour les métiers de la cuisine, mais est-ce que toi tu te le dis de ce côté-là du pass? Est-ce qu'en cuisine, on peut être parfait? Tu parles de ce niveau de satisfaction. Moi souvent, je me dis quand on est en salle, c'est un des rares métiers où on peut en sortir en se disant « Putain, j'ai fait un service presque parfait, voire parfait ». Est-ce qu'en cuisine, on peut atteindre ce niveau de satisfaction? En fait,
Moi, il y a vraiment une phrase de une interview de Guy Savoy qui me vient en tête où il disait qu'en fait, peut être absolument parfait. Un bon repas, ça dépend pas que d'une personne. Il suffit qu'on ait eu le geste parfait devant un couple en fait qui s'est disputé toute la journée, qui est sur le point de séparer. Le moment sera pas cool et donc tu peux être le plus parfait possible. Il y a quelque chose qui dépend pas forcément que de toi. Il y a une magie. On parle de cette magie quand tout s'aligne et quand tout opère. Et effectivement, ça dépend pas forcément que du travail en cuisine. C'est impossible. Donc évidemment, il y a des choses pour s'en rapprocher, pour faire oublier le quotidien. Mais il y a tellement de facteurs. Un repas au restaurant, ça prend tellement de facteurs. Le producteur, le livreur, le cuisinier. Déjà ça commence là. Putain, j'ai pas eu mon riz de veau. On n'a pas de riz de veau à la carte ce soir. Voilà. Mais ça se trouve, de ce riz de veau absent, le chef va avoir envie de faire une recette qu'il n'osait pas forcément faire et finalement ça va être extraordinaire parce que donc faut laisser parler un peu le direct ou la magie, ça dépend du point de vue. Quand on repense à ce sandwich qui partait en vrille avec beaucoup d'étapes quand même, j'allais dire, on pourra mettre en commentaire en description la recette du sandwich de l'adolescence avec des déglaçages, des micro-ondes, des trucs où quand même on marque le... Bon, ce sentiment de satisfaction, il est intéressant. Est-ce que tu as des souvenirs de t'être dit, en regardant ton frère en l'occurrence, ah là j'ai réussi, et est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué et que tu as retrouvé plus tard? Est-ce que tu as des souvenirs comme ça de services que tu as fait plus tard en te disant, là j'ai été bon? Mais la première fois que je rentre dans une cuisine professionnelle en stage, je me dis, mais en fait c'est impossible que je fasse pas ça quoi. Vraiment, mais j'ai aucun doute, et je dois avoir 13 ans. D'accord, parce que entre ce moment du sandwich où tu as 11-12 ans et tes premiers pas en cuisine, donc dans une cuisine professionnelle, il va se passer à peine quelques années, j'allais te demander justement, est-ce qu'à cette époque-là, tu te diriges ou tu as des ambitions professionnelles, parce que c'est typiquement au collège le moment où on demande aux gens qu'est-ce que tu vas faire plus tard et où il faut commencer un peu à orienter le truc. Alors moi j'ai fait 7 ans de théâtre, donc je voulais être acteur quasiment toute ma primaire et tout mon collège. D'accord. Et je fais un premier casting, je crois en 5e, je suis pas pris. Ciao. Ah bon? Ouais. Ah merde. Et c'était pourquoi? Pour un film ou pour une pièce? Pour un film qui est jamais sorti en plus. Mais juste, en fait, ça me met dans un tel malaise d'avoir eu l'impression de ne pas avoir été bon au casting, d'être dans l'attente, en fait. Tu te rappelles de ce jour du casting, de ce que tu devais faire? Totalement. Alors, je devais jouer, le synopsis, c'était un enfant qui était abandonné dans un train ou quelque chose comme ça. Et qui rencontrait quelqu'un qui s'occupait de lui sur un très long trajet. Et tu devais jouer cet enfant? Je devais jouer cet enfant. Mais j'aime pas trop l'insécurité des choses que je connais pas. Ouais. Je suis assez timide de base et autant quand je connais quelque chose, je suis très à l'aise. Autant quand je connais pas un sujet, faut. Et là, t'es ado, tu te retrouves dans un truc devant une caméra et on te dit vas-y quoi. Ouais. Et c'est maintenant. Et si tu te trompes, c'est fini. Ouais. Et du coup, j'ai pas du tout aimé ce truc-là. Là où en cuisine, en fait, il n'y a pas cette attente. On recommence perpétuellement, midi et soir. Après, t'as quand même une sanction à chaque service, à chaque client. Tu peux te retrouver face à un mec qui te dit t'as loupé ton histoire, t'es passé à côté. Oui, et c'est tu parles de Guy Savoy, il dit on a 2 matchs par jour, on doit gagner 2 matchs par jour. On est quand même. Mais je suis totalement d'accord. Ouais. Je suis totalement d'accord. Mais c'est en répétant et en répétant, c'est ça aussi le travail de l'artisan, c'est répéter. Mais là, si je puis me permettre, tu t'es arrêté sur un petit échec, alors que si tu avais poursuivi petit à petit, tu pourrais aussi te dire la même chose de l'acteur. Un acteur qui loupe une prise, il reprend. J'avais 11 ans, donc comment tu peux tu t'es bloqué. C'est très facile de le dire maintenant, mais à 11 ans, je suis pas sûr. Il faut peut-être y repenser, là. Il y a peut-être un truc à faire. Non, je suis pas sûr. Puis en plus, les gens accueillent assez mal les gens qui changent un peu de. En France, c'est pas une évidence. C'est pas une évidence. Donc, casting, cinéma, je mets de côté. Je continue un petit peu le théâtre parce que ça me fait quand même vraiment marrer. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Je sais pas, c'est réinventer une histoire. Moi, je suis quelqu'un d'assez, j'allais dire lunaire, pensif. Non, j'ai grandi dans les années 90 avec plein d'imaginaires différents et donc j'adore rêver quoi. Et surtout, je passe des années de collège qui sont assez horribles parce que j'ai un an d'avance. J'ai un an d'avance et je perds tous mes copains au moment de mon passage en 6ème parce que je saute le CM2. Et oui, d'accord. Et donc en fait, eux, ils restent à l'école et toi, tu arrives au collège, petit, plus jeune que les autres. Et en plus, j'ai eu une puberté tardive, vraiment rien à l'air. Et donc, je vois très bien le concept. Tu te fais bastonner pendant tout ton collège. Donc j'ai passé des années de collège qui étaient horribles. Ouais. Donc j'avais absolument envie de sortir de ce cercle que je trouvais infernal qui était le collège.
Et en fait, Donc théâtre, c'était la bulle. C'est ça. Je savais pas ce que je venais de me prendre ma mandale de théâtre et je fais mon stage en cuisine parce que pour je sais plus quelle raison. Et là, on se parle de quoi, du stage de 3e ? Du stage de 3e. J'avais fait un stage en pâtisserie en 4e, mais que j'avais trouvé assez abrupt. En fait, il y avait un apprenti qui s'était fait licencier devant moi après s'être disputé par le patron. Enfin, c'était la vieille école. Hein, C'était une super. Tu prends tes affaires, tu dégages et voilà quoi. Ah oui, parce qu'en fait, juste parce qu'il avait répondu à son patron. Mais j'avais 12 ans, donc je me rendais pas compte de trucs, mais je savais que c'était pas normal, je savais que c'était malaise. Et en fait, il était pas méchant ce gosse, mais juste il était un peu dans la lune. Et en fait, tout le monde se passait son temps à se moquer de lui et se raillait parce que c'était le. D'accord, ouais. Donc oui, il était pas bon, mais est-ce un que peu ça choquant. Donc t'as vu ça là... En fait, j'étais mal à l'aise vis-à-vis de ça. Et en fait, je pense que moi, à l'époque, ça allait assez vite. Et en fait, ils ont passé leur temps sur le stage que j'avais en 4e à me comparer à lui, enfin à le comparer à moi, qui avait 11 ans, qui avait jamais fait de boulangerie et en fait qui était en stage d'observation, je savais rien faire de mes 10 doigts. Au lieu de prendre un peu de recul, ils ont passé leur temps à nous comparer cognitivement quoi. Ils nous faisaient faire du calcul mental et puis moi en plus à l'époque j'étais con quoi, genre ah oui c'est moi le plus intelligent et donc j'en rajoutais quel sale gosse. Quand j'y repense non mais j'ai jamais parlé de cette histoire. T'es pris dans l'engrenage de Donc là, la pâtisserie, mauvaise expérience en tout cas pas bon mood, du coup t'essayes... En fait, c'est plutôt que je me rends compte qu'il faut une rigueur qui me plaît pas trop sur les pesées, les et grammages. En plus c'est une boulangerie-pâtisserie, et donc je fais mon premier jour de stage en boulangerie, et je vois qu'en fait le seul truc qu'il faut faire, c'est rouler les baguettes, et là je me dis, je vais pas rouler des baguettes toute ma vie quoi. Voilà, heureusement que je suis né à cette époque et pas une époque où j'aurais dû être à l'usine parce que moi je serais devenu fou, impossible. Ouais, tu pouvais pas rentrer dans ce cadre-là. Juste un petit truc, tu nous as pas dit ce que faisaient tes parents, dans quel environnement professionnel t'avais. Alors mon papa il était agronome, donc vraiment formation scientifique, et il nous a toujours poussé à nous intéresser à tout, de gré ou de force. D'accord. Donc ça a créé des traumas, je déteste aller au musée maintenant. Intéresse-toi à ça. Ouais, c'est un peu ça. Et ma maman, elle travaillait surtout dans le sensoriel, donc aussi doctorante, mais elle avait essayé plein de choses différentes. Elle avait été dans l'agroalimentaire, là où elle avait rencontré mon papa. Ensuite, elle était dans l'automobile pendant toutes ces années-là, où elle travaillait sur la partie sensorielle et textile à l'intérieur des voitures. Dingue. Ouais. Mais bon, ça donne quand même deux parents très ouverts d'esprit et qui sont curieux et qui doivent faire attention aux détails. Ouais. Et qui veulent aussi chacun à leur manière, mais le meilleur pour leurs enfants. Donc ça, c'est quand même une énorme chance, quoi. Donc tu grandis dans cet environnement, l'adolescence, la pâtisserie, un peu carcan, les grammages, tout ça, trop précis pour toi. Mais pourquoi tu te dis, tiens, je vais quand même continuer ? Pourquoi tu dis, ok, la pâtisserie, c'est ça ? Parce qu'à l'époque, j'avais pas trouvé de restaurant. Et puis tous les restaurants, de mémoire, tous les restaurants à qui on avait demandé, déjà, on n'avait pas vraiment de restaurant de cœur dans nos quartiers. Il n'y a que celui de 3e qui est arrivé beaucoup plus tard, qui est arrivé l'année d'après, où on s'est dit, ok, cet endroit est chouette et j'aime bien manger. D'accord, mais toi à l'origine tu voulais déjà faire de la cuisine, c'est pour ça que tu... Ok, donc la deuxième année, il faut faire un nouveau un stage, là cette fois tu te loupes pas et t'arrives en cuisine et la révélation. Ah oui, instantanément quoi. Et en fait je rencontre un apprenti qui me dit, qui m'apprend ce que c'est que le BEP et le CAP. Je me dis, mais alors c'est génial ça, je vais gagner de l'argent, je vais partir plutôt je vais gagner de l'argent, je vais plus avoir de prof à la merde, c'est trop bien. Ouais. Et alors mes parents me disent très bonne blague, mais à force de disputes et à force de persuasion, ils finissent, c'est même pas, ils finissent, c'est dès le début ils commencent à s'intéresser à ce qui est possible même s'ils sont un peu réfractaires. Ouais. Et en fait l'école Ferrandi revient assez vite à leurs oreilles comme étant l'école parisienne, l'école de référence parisienne. Ma mère m'emmène à Lyon pour visiter l'Institut Paul Bocuse. Je suis même pas encore à Ferrandi, j'ai 14 ans, parce qu'elle a une amie qui y travaille, et je me retrouve à Ferrandi. Je trouve le truc absolument génial. Mon père va à une réunion parents-prof, poussé par mon prof d'histoire géo qui dit genre mais laissez-le faire ce qu'il veut de toute façon. Ah oui. Ce gosse a une tête de mule et si ça l'intéresse pas il fera rien. Si l'accompagner ce sera mieux. Ouais. Et du coup me voilà parti à Ferrandi, et j'entre à Ferrandi quand j'ai 13 ans. Mais alors qu'est-ce qui, dans ce moment où tu nous dis et que tu nous parles de cette révélation immédiate, qu'est-ce qui selon toi rétrospectivement fait que ça tilte ? C'est l'ambiance ? C'est, je dis n'importe quoi, mais ce que tu vois, ce que tu sens, c'est quoi qui fait que, selon toi, ça fait... C'est vraiment le sentiment d'être à ma place. Enfin,
J'adore comprendre ce que je fais, donc en fait, comprendre une coloration, pourquoi. Enfin, au début, on te met une poêle devant les yeux, et je pense que les gens qui sont pas bons en cuisine se reconnaîtront aussi. Tu comprends pas ce qui se passe. Ouais. Mais parce que tu apprends la réaction de Maillard, parce que tu apprends à gérer ta température, parce que tu apprends à gérer ton assaisonnement, en fait, tout ça, c'est. Là, tu repenses à ton steak au micro-ondes et tout ça. C'est sûr. Enfin, moi, au micro-ondes, je pense que l'un des principaux trucs qui fait que c'était souvent raté, c'est parce que je maîtrisais pas ma flamme. Et je soupçonne aussi mes parents d'avoir des gaz pas assez puissants à l'époque. Ah. Donc t'arrives pas à faire ta belle Ça refaire ça sur le dos de tes parents. Le matériel, toujours le matériel. Bravo. Donc révélation, tu débarques en cuisine, tu dis que t'es à ta place et que ce milieu va être fait pour toi. Tu rentres à Ferrandi, là aussi ça confirme, c'est des études qui vont répondre à tes attentes. Qu'est-ce que tu y découvres justement à ce moment-là? Alors la première année de Ferrandi, c'est... Déjà, on est des classes qui sont beaucoup plus petites qu'au collège, et donc en fait, c'est cool d'avoir des profs qui s'occupent un peu plus de toi et qui font attention. Je retrouve du coup une passion pour l'école. On est en quelle année là, à peu près? Moi, je suis entré à Ferrandi en 2007 ou en 2008, je crois. Ah ouais, ça me met un petit coup de vieux. Ouais, et à moi. Mais non, ok. Je suis sorti de Ferrandi, j'avais passé un tiers de ma vie à Ferrandi. Ouais, ok, donc oui, forcément, tu es rentré très jeune. Non, mais je pose cette question parce que 2007, c'est l'époque où la cuisine est un peu entré dans le quotidien et notamment le quotidien médiatique des gens. Première année de Top Chef, première année de Ferrandi. Cyril Lignac a un petit peu essuyé les plâtres quelques années avant, 2-3 années avant, il a lancé Oui Chef. C'est finalement le premier format un peu nouvelle génération où on va découvrir le côté réalité de la cuisine qu'on connaissait pas puisqu'avant. Et un truc que je t'ai pas dit, c'est surtout que moi avec ma maman, le soir je regardais Cuisine TV. Ah, Cuisine TV. C'est peut-être pour ça que ça... Enfin, il y a plein de petits facteurs comme ça qui ont fait que... Tu regardais quoi sur Cuisine TV? Alors c'était une chef italienne. Mon dessert d'anniversaire, c'est devenu un dessert de chef italienne qui était une pavlova fruits rouges et chocolat. C'est Luana? Non, c'était pas Luana? Je crois pas. J'avais fait la recette en vidéo et le nom avait été retrouvé en commentaire. Trop drôle. Ah non, mais dingue. Donc t'avais, il y a plein de gens qui regardaient Cuisine TV avec leurs parents. Bien sûr, j'y ai travaillé moi, tu sais. Ah mais je savais pas. Mais ouais, si. Ah, trop drôle. Ouais, bien sûr. J'avais une émission hebdo. Et trop stylé. Donc Cuisine TV, passion, 2007, arrivée de Top Chef, bim, Ferrandi. Ouais. Et là, évidemment, quand tu... je pense que... Et ensuite, moi, je me mets assez vite des objectifs hyper hauts. J'ai envie de faire Top Chef, j'ai envie d'être meilleur ouvrier. Je découvre ce que c'est qu'être meilleur ouvrier de France, je découvre ce que c'est qu'être Bocuse d'Or, et donc moi, je veux faire... Ouais, tu veux cocher ces cases-là. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, première année à Ferrandi, pour mes stages, j'envoie des lettres à Alain Ducasse, Marc Vera et Thierry Marx. Ok. Aucune réponse. On les embrasse. Pas sympa, on les embrasse, mais pas sympa. T'as cette envie en tout cas. Tu veux aller tout de suite taper des trucs qui sont un petit peu... et des concours ou des grands noms. Je pense que j'ai toujours une certaine forme d'ambition. Et c'est aussi pour ça que j'ai passé des très mauvaises années de collège. C'est parce qu'en fait, là où je réussissais sans effort en primaire, quand il faut commencer à travailler, moi je redescends à 10 de moyenne et ça me flingue le moral, quoi. Ouais, oui, sauf que là, en tout cas en cuisine, t'avais envie de t'engager plus fortement. C'est ça. Et donc, ces années... ils vont passer, tu vas les écrire comment? Parce qu'en général, quand on se forme, il y a une partie apprentissage, il y a une partie école, et il y a aussi les premiers pas, soit par l'intermédiaire de stages ou des choses comme ça, dans de véritables adresses. Et là, on découvre un autre monde en général, plus réel que celui peut-être un peu protégé de l'apprentissage en école. Déjà, moi, j'ai la première désillusion au premier stage, où je fais un stage dans un restaurant Une Étoile à Chaville, et où en fait, je retrouve pas du tout la même ambiance bienveillante que dans mon petit stage de troisième. Je ressens l'atmosphère lourde qu'il peut y avoir dans certains restaurants où il y a une pression. Alors que pour moi, les étoiles, c'est dingue comme quand on est jeune, on peut rêver des étoiles sans savoir ce que c'est à l'intérieur. C'est-à-dire que tu as l'ambition, le rêve, en fait, le bon côté de l'histoire. C'est-à-dire, j'adorerais être un chef étoilé en mode ratatouille. Et en même temps, tout le côté, on l'imagine pas, la coulisse et la pression des coulisses, on n'y pense pas à ce moment-là. Ah non, pas du tout. Et là, toi, dans ton premier restaurant, finalement, cette première, tu vas le découvrir. Moi, je suis mis en pâtisserie pour le coup sur ce premier stage. Là, j'ai un super encadrant qui s'appelle Kim, je crois. Kim, si tu nous regardes. Mais j'ai jamais revu ce garçon. Et ça se passe plutôt bien en pâtisserie, même si je suis très jeune. Et puis, quand t'as pas les codes de la restauration, t'arrives. Moi, j'étais en stage, je devais partir à X heures et je vais voir le chef en disant je peux partir plus tôt parce que j'ai escalade l'après-midi. Ah ouais. Des trucs qui, avec le recul, seraient impensables à dire. Premier stage en boulangerie-pâtisserie,
j'étais en observation, j'en avais marre de faire du pain, et donc je m'assois, je note dans mon carnet, il me dit demande au patron une chaise, tu seras mieux assis. Je vais voir le patron, je lui demande une chaise. Vraiment très crédule. Ah ouais, oh putain. Ok, ouais, ça marche pas. Non, mais c'est marrant parce qu'il y a une forme de paradoxe, parce que t'as quand même cette ambition, et il y a aussi un petit côté, pas dilettante, mais un peu à la cool. Mais c'est pas dilettante, c'est vraiment crédule, quoi. Enfin, pour moi, les gens sont des gens gentils. Pour moi, les humains sont gentils, et je vois pas comment tu peux. Enfin, ouais. En plus, je suis de base assez susceptible, donc à l'époque, je prends tout ça comme un outrage, en mode ils me détestent, ils veulent m'humilier. Et bon, parfois ça a été le cas, mais il y a d'autres fois où en fait c'est juste une blague et détends-toi, quoi. Et là du coup tu découvres quoi, un truc à un milieu exigeant, une forme de pression un petit peu. Alors t'as une forme d'exigence, t'as une forme d'égo trip, t'as une forme d'incapacité totale à gérer, enfin les gens ont souvent quand même une grosse incapacité à gérer leurs émotions. Enfin, les coups de colère que je vois, mais ça dès ta première incursion. Dès ma première année de Ferrandi, ouais. Ah ouais. J'ai 13 ans, hein, j'ai pas commencé ma puberté. Ouais. Et en fait, je comprends pas comment on peut monter dans les tours aussi rapidement, en fait. Ouais. Mais c'est complètement la pression et une incapacité à gérer ses émotions. Enfin, c'est des gars qui bossent 80 heures semaine pour la plupart. Donc évidemment, avec la fatigue, t'es plus à fleur de peau, c'est logique. Ça te refroidit pas? Tu te dis pas En fait, on nous martèle dès le début que c'est la norme et que c'est comme ça qu'on va grandir. C'est comme ça que ça se passe dans les restos. Donc ok, on continue. Donc tu continues. Ouais, parce que moi mon objectif c'est à l'époque c'est 3 étoiles, meilleur ouvrier de France et Bocuse. Comment ça va s'écrire la suite justement? Tu décides d'accepter finalement cette espèce de mode de travail, enfin, finalement cette ambiance là, tu signes, tu dis ok parce que une première expérience. Je sais plus ce qui me fait tenir, c'est de me dire qu'il faut que je passe par là et qu'ensuite je serai chez moi et que ça changera. Il y a un petit peu de ça, et puis je suis concentré sur l'étape d'après souvent quand même. Je compte les heures dans la plupart de mes stages. Ouais, en pensant voir les minutes, voir les secondes, en pensant au step suivant. Tu comptes le temps, et c'est dingue quand même de se dire, ça te rend compte de se dire que tu es en train de faire un truc et que tu es en train de compter les secondes, parce que de fait, tu dis là que ce que tu fais au temps présent... Ça n'a aucun intérêt, parce que en fait, tu vois, tout le monde disait à l'époque que j'étais super lent au boulot, mais après j'avais aussi ce côté très rêveur où je pensais à d'autres choses, et pour moi en fait fallait faire des moules, mais fallait gratter des moules, mais fallait pas forcément le faire vite. Ouais. Et je me rappelle de passer 2 heures. Ceci dit, ça prend un temps fou. Hein. Alors ça prend un temps fou, mais tu vois, si je dois y repenser, je pense que on me demande de bien les faire, il faut que je les fasse bien. Il y a cette forme d'exigence quand même envers moi-même. Et en fait c'est aussi pour ça que je suis très lent, tu vois. Alors qu'en fait, gratter une moule, t'as gratté une moule et gratter une moule, hein, tu peux aussi aller très vite. Et je prends tout vraiment premier degré. Et t'as des temps qui sont donnés, et en fait, je me dis, mais en fait, les temps qu'on me donne, ils sont pas réalisables, quoi. Mais juste, on va évidemment suivre le fil chronologique de ton histoire, mais si on ramène au temps présent, là, maintenant que toi, tu es chef, et plus que chef, tu es aussi chef d'entreprise, quel regard tu portes sur le mec qui met du temps à préparer les moules? Tu lui dis, ok, je comprends ta lenteur, garde ta lenteur? Ou est-ce que là, tu lui dis, bon mec, en fait... Je pense que moi, mon réveil est venu de moi-même, et donc en fait, que les gens doivent grandir à leur rythme, et que c'est comme ça. Donc il faut accepter le rythme. Moi j'ai un apprenti qui est un petit peu dans la lune comme moi je l'étais. Non mais et c'est comme ça. Mais tu es lent, Michel. Tu es lent, mais je t'accepte. Et ça en agace beaucoup. Mais je sais que moi à une époque j'étais comme ça, et donc en fait on va lui donner des tâches un petit peu moins intéressantes, ou alors on va prendre un moment dans la journée pour lui montrer un truc cool, et c'est aussi ça qui va lui donner lui mettre la carotte pour aller plus vite. Petit à petit tu vas l'accompagner, donc on parlera de ce management justement, parce que maintenant tu es celui-là. Moi je me suis toujours refusé à sortir il vaut mieux évidemment être bon dans les choix, mais maintenant on sait aussi que les profils comme ça en fait sont dégommés en restauration, donc il faut être méga vigilant, et moi j'ai un nombre de profils qui arrivaient un petit peu dans la lune, en fait qui arrivaient au bout de 2 ans trop fort. Ouais, machine. Ouais. Parce que tu les as accompagnés, parce que tu as peut-être été celui qui était là. En fait, faut pas rentrer en conflit avec les gens qu'on forme. On est plutôt moi avec certains, j'ai plutôt été pénalisé par les parents qui en fait sont odieux avec leurs enfants, et en fait ils cherchent aussi une forme de reconnaissance parce que leurs parents sont odieux. Et ça pour le coup, c'est vraiment dur de se positionner en tant que patron avec des jeunes qui se font pas martyrisés, mais qui n'ont pas eu en tout cas la même enfance que moi, et notre rôle c'est pas un rôle de père évidemment, mais en même temps il faut montrer que voilà, ça peut être doux, et c'est drôle, t'es en train de nous dire qu'on peut presque faire d'un restaurant et d'une cuisine une forme de refuge pour ceux qui ne la trouvent pas ailleurs, ce qui est quand même très très rare comme... et puis c'est tellement le cas, il n'y a qu'à voir ce que fait le Refugee Food Festival, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Ouais, je suis d'accord. Génial.
Je suis d'accord. Et c'est cool mais encore une fois, je pense que c'est le métier de l'artisanat, c'est faire plaisir aux gens et on peut le faire. On peut commencer par la cuisine, c'est ça. Par soi. Si on remonte le fil justement et qu'on reprend celui de ton histoire, à ce moment où tu découvres que tout le monde n'a pas justement cette philosophie, ce qui n'est encore pas du tout le cas aujourd'hui en France malheureusement, hein, mais à cette époque-là, ça l'était encore moins forcément. On est dans les années 2007, 2010. Tes expériences vont s'enchaîner de fait puisque tu vas continuer à progresser à l'école mais avoir de plus en plus d'expériences professionnelles en parallèle. Tu vas valider, en tout cas tu vas voir, tu vas faire ce constat à chaque adresse que tu vis, ce constat de pression, d'exigence, de difficulté. Première année d'apprentissage extrêmement dure. Là pour le coup je tombe sur un chef qui n'a pas compris que j'avais 1 an avec quelques stages en cuisine. C'était le moment du changement du BEP Bac Pro à Bac Pro en 3 ans. En fait, il pensait que j'avais 2 ans d'expérience. Et je me suis fait dégommer toute l'année. Oui. Avec des équipes odieuses qui avaient déjà dégommé le gars précédent. Je suis resté 1 an pour tenir, mais bon, je revenais mes parents venaient me chercher à 22h. Trop fou d'ailleurs. J'avais des cloques sur les mains. Il fallait que je continuais de travailler. Moi, quand j'allais chez le médecin, limite, l'arrêt de travail, c'était une insulte à l'époque. Ouais. Et ça l'est encore parfois. Donc maintenant, on pousse les gens à respecter leurs arrêts. Pour nous, c'est hyper important. Rien que il y a plein d'habitudes qui ont été prises par les anciennes générations pour te rendre plus fort. Et c'est un de mes grands questionnements du moment, c'est comment tu peux respecter les gens tout en les impliquant dans leur propre développement. Parce que je pense qu'ils voulaient me rendre plus fort, mais c'est pas ça. Moi, en tout cas, j'ai vraiment pris le contre-pied de non, vous êtes des gros cons, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Ouais. Et il y a eu une époque à Plancha, quand je bossais pour Juan avec un autre chef qui s'appelait Pablo, où on travaillait beaucoup, mais on était tellement heureux d'être là. Rien que le fait de mettre de la musique dans une cuisine, mais... Alors il va falloir que tu me racontes comment ça évolue, parce que là tu nous décris justement des premières années, des premières expériences où tu découvres qu'en fait il y a des gens qui disent, mais mon gars, en fait pour avancer il faut se faire marcher dessus d'abord, et tu vas l'accepter, c'est comme ça que tu vas grandir. Faut se faire chier dessus, c'est même pas se marcher dessus, c'est se faire chier dessus. Ouais, non mais c'est barjo. Et ça va continuer? Tu vas en faire combien de temps ça va durer, Ferrandi? Ferrandi, ça dure 7 ans au total. C'est ça, parce que toi tu l'as intégré tôt, donc tu vas y rester longtemps. Ouais, je fais 3 formations différentes. J'ai une première désillusion sur les récompenses au moment de... Après cette année très compliquée, je fais 2 ans en club de direction. Le chef de l'époque m'envoie dans un club de direction, le club de direction de L'Oréal. Et là, c'est vraiment des années chouettes parce que déjà on respecte les horaires, on travaille des produits de grande qualité. Avec pour les gens qui ne comprendraient pas ou qui ne connaissent pas, c'est en fait en gros un restaurant d'entreprise. Mais pour 40 version... privilégiés du 440. C'est la cantine hype. Et puis moi je suis envoyé faire des repas tout seul pour Jean-Paul Agon qui était, je sais pas s'il est encore PDG, pour Owen Jones à l'époque, pour Madame Bettencourt. Pour moi c'est lunaire, il y a une vraie forme de confiance en fait. Dingue. Ça c'est un vrai truc aussi. Les premières fois où tu te rends compte que par la cuisine, tu peux non seulement côtoyer en parallèle un monde et que on peut en tout cas te donner une forme de confiance. C'est-à-dire c'est à toi qu'on confie cet enjeu qui est un repas. Mais ça a tellement plus de valeur. En fait, et tu sais que ça a tellement plus de valeur, c'est pour ça qu'il y a un speakeasy chez Orgueil, il y a un théâtre chez Colère. Parce qu'en fait, quand tu donnes même à un chef de partie la possibilité de faire son menu, il va pas faire d'erreur. C'est sa cuisine qui met en avant. Donc tu lui as mis un cadre évidemment. Mais c'est tellement valorisant pour lui. Ça lui donne tellement envie de continuer de progresser pour que son prochain speakeasy, même s'il va arriver que la semaine prochaine, ce soit chouette et que les clients soient contents. Et puis, comme la cuisine est ouverte, il y a un retour direct des clients. Ouais. Que les gens le sachent, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en l'occurrence sur cette première adresse, Orgueil, effectivement, il y a cette cuisine qui est ouverte et on peut privatiser donc un petit espace qui est dissocié quasiment du restaurant avec une grande table où on a quasiment le chef pour nous, effectivement, et la cuisine. Et ça, effectivement, parfois tu le confies donc. Maintenant, c'est tous les jours. Tous les jours. On a mis en place un process où ils doivent suivre un menu en mettant en avant certaines protéines, etc. Mais ensuite, ils ont carte blanche. Donc ça veut dire que tu confies les rênes de ton restaurant et en tout cas un écrin privilégié dans ton restaurant. Ouvert 7/7 midi et soir, je confie. Oui, t'as pas le choix de toute façon. Je confie ma visibilité et toute ma crédibilité sur les réseaux sociaux avec cette cuisine à mes équipes. Sans eux, il n'y a rien de ça qui n'existe. Mais ce levier de confiance, il est important. Et donc toi, tu le vis à ce moment-là, donc avec ce restaurant d'entreprise, chez L'Oréal. Et après... Et en parallèle à l'école, moi je voulais dans cette envie de la chasse aux récompenses, moi je voulais faire les meilleurs apprentis de France. Et je suis pas sélectionné. Et Ferrandi gagne pas. C'est un peu comme le théâtre. Je me dis, j'allais dire deuxième casting. Ça me casse, ça me rend fou. Et vraiment, j'en ai des crises de larmes de punaise. Mais j'ai tout donné. J'ai l'impression d'avoir bien fait. Et pourquoi ça marche pas?
Et le prof est... Attends, mais c'est très drôle. Le prof est également le professeur. Mon prof de l'époque est le professeur du profil dont je te parlais juste avant. C'est quand même dingue. Bon, moi, j'ai gardé un bon terme avec lui, mais à l'époque, je trouve ça intolérable, tellement injuste. Alors que j'ai tout donné et de pas voir le truc. Et donc, je pense qu'il y a ce début de réflexion de je ne travaillerai un jour que pour moi-même. Ah ouais. Je suis un incompris. Non, je veux faire mes propres heures. Et pas dépendre des autres. Ok. Parce que là, tu as l'impression de tomber parfois pour des choses qui ne sont pas de ton fait. Juste. Ouais. Ok. Ouais, ça arrive toujours, il y a toujours quelqu'un pour te rappeler à l'ordre, on va pas se mentir. Encore maintenant. Un truc, ça s'appelle l'URSSAF, ça ramène. Dis donc. Ok, donc là, tu commences à. Il y a une petite graine, il y a une rage, une forme de petite rage en fait à vouloir. À la fin, la rage, quand je termine mon processus d'étoilé, j'ai les dents qui règlent le parquet. J'en ai Parce marre. que tu vas entamer du coup ça, tu vas te dire maintenant je veux me former dans des maisons étoilées, c'est ça qui va se passer ensuite. Le travail dans un 3 étoiles a toujours été un Graal pour moi. Ça va arriver quand par rapport à Ferrandi? Parce que tu nous as parlé de plancha. Du coup, en 6e année. Ah ouais, donc vers la fin de ta J'avais formation. fait un premier stage de 2 semaines avec Christophe Montréal chez Lasser. Ouais. Et là, j'avais adoré. Bon, c'était ouais. une vraie pression. Il n'est pas resté très longtemps en plus chez Lasser, je crois. Je crois pas. Ouais. Quel chef. Et j'ai bossé avec du coup son numéro 2 historique au Plaza, Jocelyn Erland. Et à un moment, tu décides de monter et pour ton avant-dernière année, d'aller dans une plus grosse maison encore? En fait, c'est le pire et le meilleur stage de ma vie. C'est horrible. Enfin, franchement, le passage à Londres, il est terrible, mais à la fois en fait. Donc tu décides d'aller à Londres. Alors, j'ai 19 ans, je quitte pour la première fois le berceau familial. Je quitte pour la première fois la France et je travaille pour la première fois dans un 3 étoiles Michelin. Mon chef de l'époque me dit c'est bien, tu vas aller te faire casser un peu la gueule avec tu apprendras à la fermer. C'est au Dorchester? Ouais. Pourquoi, quand on parle de Londres et d'un restaurant ultra violent, c'est toujours le même qu'on cite? Ok, donc t'arrives là-bas. Honnêtement, moi je pense que c'est ça qui m'a vraiment réveillé entre guillemets en cuisine. Parce que même mon stage précédent à la Tour d'Argent, c'était. On se faisait bastonner la gueule d'une certaine manière. Pas par tous les chefs, mais bon, il y avait une forme parfois de méchanceté. À Londres, c'était le seul 3 étoiles de Ducasse à l'époque qui gagnait de l'argent. Mais parce qu'on travaillait comme des dingues, qu'on envoyait 80 couverts en 3 étoiles à 14 ans de cuisine. C'était assez dingue. Je sais pas pourquoi il y avait une telle différence par rapport à certains 3 étoiles en France. Mais en fait, quand tu as atteint ce niveau de fatigue, et c'est pour ça que je parle souvent des émotions, quand tu atteins ce niveau de fatigue, en fait, toutes les émotions sont totalement décuplées. Ouais. La rage, la tristesse et la joie. Moi, je me rappelle de fin de service le samedi soir, à me taper des fous rires avec des gens que je haïssais en début de service. Mais des fous rires. Ah ouais. Tu deviens totalement... C'est l'école pour devenir bipolaire. Ouais. Simplement. Non, mais tu décris une intensité, en fait. Tu décris une forme d'intensité, là. Ah oui, totalement. Et c'est bizarre, ce qui est troublant dans ce que tu racontes, là, c'est qu'on a l'impression presque qu'on pardonne ou qu'on justifie ou que la violence passe mieux. Parce que finalement, l'enjeu... Non, mais en fait, c'est pour dire le niveau de détresse psychologique que tu es dans ce genre d'endroit. Parce que si t'as pas, ça vient crescendo, en fait. Et on m'a tapé sur les doigts en disant que c'était à la fois mes meilleures et mes pires années de ma vie. C'est sûrement la pire expérience sociale que j'ai faite. En revanche, moi, ça m'a donné une espèce de rage de vaincre, des vraies notions de ce que je voulais, des vraies valeurs humaines. Je suis devenu un homme à ce moment-là. Ça veut dire quoi, ça? Attention à ce qu'on dit. Non, mais parce que là, tu décris un truc, on dirait que tu décris la guerre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quand je t'entends parler de ça, on dirait que tu... En fait, j'ai appris à m'affirmer. Donc ensuite, il a fallu polir cette affirmation de soi pour qu'elle devienne assertive. Et ça a mis du temps. Et c'est pour ça que j'ai aucun problème à dire qu'à un moment, j'ai répliqué ce que j'ai fait. Mais avant, j'avais pas confiance en moi et là, t'es allé au front et du coup, il a fallu gueuler aussi fort que les autres et en tout cas montrer qu'on avait sa place. Je pense pas avoir gueulé tant que ça. Moi, j'ai toujours eu quand même une vraie notion de la justice et qu'on gueule sur moi ou qu'on gueule sur un autre, ça me mettait tout aussi mal. J'étais toujours pote au Dorchester. Il y a un mec qui s'appelait Jérémy Boucher qui était le mec qui se faisait à moitié harceler par tout le monde. Et Jérémy, j'espère que tu vas bien. Et à la fois, c'était petit chouchou du chef et en même temps, tout le monde lui passait dessus, quoi. Ouais. C'est hallucinant ce que tu décris comme truc. Bon, mais quoi qu'il en soit, cette expérience va donc... Et honnêtement, j'en parle pas souvent. Et en fait, tu vois, là, je parle souvent de... Je prends la parole contre les violences en cuisine. Beaucoup. Et souvent. Et tu vois, le premier truc à faire, ce serait peut-être de moi déposer plainte contre ces chefs que j'ai trouvés odieux.
Le problème, c'est que j'ai pas envie de porter plainte contre tous parce qu'il y en a, en fait, juste. Je sais pas, il y a une forme d'émotion, c'est le syndrome de Stockholm. Et je sais que c'est injuste et peut-être que ça plaira pas à tout le monde, mais pour l'instant, j'ai pas franchi le pas de me dire je portais plainte sur lui et pas sur lui et pas sur lui. Ouais. Et en plus, il y a des noms qui ont, dont je me rappelle plus, quoi. Je me rappelle de leur visage, je me rappelle de la manière dont ils ont été odieux, mais j'ai même pas leur nom, quoi. Donc, je pourrais lancer une grande enquête pour essayer de les retrouver. Il y a seulement celui qui m'a foutu l'olive quand j'étais encore enfant, là dans ce premier poste de cuisinier apprenti à Ferrandi, où là pour lui, moi j'aurais aucun pour le coup faire 2 poids 2 mesures et porter plainte contre lui. Ouais. C'est une agression sexuelle sur un enfant. Ouais. Non mais c'est troublant parce que ça en dit long sur la complexité d'appréhender cette notion de violence, qu'on soit témoin, qu'on soit victime, c'est très compliqué. Parce que il y en a qui veulent pardonner. En fait, et puis les réactions elles sont tellement multiples. Il y en a qui veulent plus le reproduire, il y en a qui le reproduisent, il y en a qui en tirent des forces, il y en a qui quittent le milieu à cause de ça, il y en a à qui ça procure de la joie. Enfin, c'est quand même hallucinant de voir toutes les réactions qu'il peut y avoir. Et je pense il doit y avoir forcément des similarités, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de possibilités de réaction par rapport à ça, quoi. Il y a quand même une confusion qui se fait et que moi je vois dans les interviews que je peux faire depuis des années maintenant avec les chefs, entre le niveau d'adrénaline, l'excitation, l'agitation d'un service et la violence induite, celle qu'on trouvait jusque-là un peu normale comme faisant partie du système. Il y a quand même un goût de reviens-y. Souvent, il y a un petit côté maso, à se faire du mal, à vivre le mal, à sortir, comme tu le dis, d'un service comme on sortirait d'une bataille en se disant on l'a fait, tu m'as tiré dessus quand même, ouais mais c'était bon, ouais ok, on est passé, on a passé la vague, quoi. Ouais, mais en fait on peut avoir moi quand je reprends le pass, j'ai de nouveau l'adrénaline, hein. En plus moi maintenant quand je suis sûr de prendre le pass, c'est vraiment Saint-Valentin, Nouvel An, c'est vraiment je fais les 2 plus gros services de l'année dans les restos. Ah ouais, histoire de je vais vraiment pour me faire dégommer. Mais il y a pas de colère et puis il y a ça, le sentiment d'adrénaline. Ouais, on peut le dissocier et le vivre différemment, quoi. On peut prendre le bon, l'énergie, le côté galvanisant, sans le... Et moi, c'est ce que je vivais, justement, je te parlais de Plancha, qui est arrivé justement après mes expériences triplement étoilées. Plancha, c'était ça, c'était de l'adrénaline constante, mais toujours avec bienveillance. Ça va faire partie de tes premières expériences professionnelles post-école, donc. Plancha, on le rappelle, c'était un des premiers restaurants de Roanne, en fait, qu'il a ouvert. Il nous a raconté dans ce podcast aussi comment ça s'est fait avec ce mec. Plancha, c'est un perdu dans les rues à Boulogne, c'est vraiment économiquement un pari un peu fou. Tu sais que moi, ça a été toujours le modèle économique de objectif pour Orgueil. Enfin, ah ouais. 43 couverts, ça faisait plus d'1 million de chiffre d'affaires. Enfin, c'était dingue, on était très peu en cuisine. Bon, je me suis rendu compte que, évidemment, quand tu payes les heures sup, désolé Juan, je te tire une balle, mais bon, on a tous grandi pareil. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Et c'était un modèle, et on fait quasiment, et on a fait assez vite la même chose sur Orgueil, mais c'était vraiment mon objectif, c'était une réussite en termes de bien-être, en termes d'économie. Juan était à l'époque associé avec un de mes grands mentors aussi, qui est Enrique Solano, qui est maintenant restaurant à Levallois. C'était vraiment le feu et la glace, les deux. Parce que Juan, il décrit un truc qu'on a tous envie de vivre une fois dans sa vie, c'est ce truc entrepreneurial de « allez, on y va ». Lui, il décrit ses débuts où il fait la peinture dans le resto, où il dort dans un sac de couchage avec les pieds pour que la porte reste ouverte et que ça sèche. Enfin voilà, c'est toute sa vie à ce moment-là, il se lance là-dedans. Toi, tu fais partie de ce truc-là. C'est quoi les leviers que tu décris justement quand tu dis que ça a été un modèle, quand des années plus tard... C'est une colonie de vacances, vraiment, c'est une colonie de vacances. Donc techniquement, c'est pas sain du tout en fait. Techniquement, c'est pas ça du tout, c'est pas le travail comme. Il y a vachement d'affect. Comme on le voit, mais oui, il y a une forme d'affect. Mais sûrement qui est lié aussi à la quantité de travail et à la fatigue qui fait que tu décuples encore une fois tes émotions. Et pourtant, ça prend, et toi, tu t'y sens bien. Mais non, je m'y sens. À Plancha, je m'y sentais vraiment très bien. Franchement, c'est dans le top 3 des meilleures périodes de ma vie. Ah ouais. Ah ouais, sans aucune hésitation. Parce que quoi, tu t'éclates en cuisine, t'es libre, c'est sympa, l'ambiance est bonne, ça tient à quoi? Je découvre des trucs nouveaux, toute la partie cuisine métissée franco-colombienne. Découverte totale pour moi. Il y a une bonne ambiance, on se marre, on travaille. Je me rappelle avec Max Cuisinard, qui est maintenant un restaurant à Boulogne aussi, qui s'appelle Mano. On s'envoyait donc moi j'ai toujours le même fournisseur de poisson qui s'appelle Alain Tesson, qui nous fournit le poisson sur les 2 restos et qui nous livre le mardi soir. Donc il nous livrait déjà le mardi soir à Plancha, et donc le poisson arrivait, on n'avait pas assez de stockage pour stocker le poisson entier, donc on levait les filets quand ils arrivaient. D'accord. Pour lancer les fumées pendant la nuit, et c'était le matin du marché des légumes de Joël Thiebaud. Ouais.
Et donc, on terminait de lever le poisson à 3h du mat. Vous alliez à Radio France? On allait faire 2 heures de sieste et on partait choper les légumes chez Thibaut au marché avant la mise en place du matin du mercredi. Ouais, pas de vie. Non, mais à bloc. Alors, on savait que c'était les 2 jours où en fait on se faisait dégommer. Mais il y avait une forme de. C'est un peu. C'est une forme de dépassement de soi comme un sportif voudrait se T'es dans une bulle. Mm. T'es dans une bulle. Et ta vie rime à ça. C'est ce que j'allais te demander. À un âge où. Parce que là, t'as quoi? T'as à peine. Là, j'ai 30 ans, bientôt 31. Là, aujourd'hui. Bientôt 31. Ouais. Mais à l'époque de. À l'époque, j'ai 20 ans. Ouais, t'as une vingtaine d'années. Ouais. Quand on a 20 ans, en général, on fait d'autres trucs. On a des activités peut-être plus ludiques, plus légères. Là, toi, tu nous décris justement un mode de vie, un quotidien où tu ne fais que cuisiner. C'est pas un souci? Est-ce que t'as pas le sentiment de passer à côté Mais alors je me suis rendu compte plus tard, mais j'ai tellement plus subi. Enfin, au lycée ça allait parce que j'avais pas de gros carrés de potes où je les ai rencontrés fin de lycée. L'année, les années les plus dures, ça a été l'année Tour d'Argent et l'année Dorchester. Ah oui. Mais parce que là, quoi? C'était juste violent. T'es adolescence. Alors moi, c'est l'année où mes potes ont fait n'importe quoi, où ils sont allés en fac et où ils allaient pas en cours. Ouais. Ils allaient en boîte. Ouais. Et toi, tu pouvais pas. Moi, j'étais fatigué. En fait, en fin de semaine, t'es lessivé. Donc, moi, je l'ai rattrapé plus tard, hein, mais à une époque, j'ai eu l'impression de passer à côté de mon adolescence. C'était des années cool de la jeunesse d'un adulte, quoi. Comment tu vas écrire les pages qui suivent l'aventure avec Juan à Plancha? Comment on quitte déjà une aventure comme ça quand on est un peu pote, quand on est un peu lié, quand on a été un peu dans une colo? Comment on dit ciao, faut que j'aille ailleurs? Alors moi je suis parti en Australie et c'était prévu depuis mon arrivée à Plancha parce que D'accord. Mais par contre j'étais en partie en Australie, ils me disent Éloi, par contre si tu veux on ouvre un deuxième restaurant dans 6 mois, c'est toi le chef. Ouais, avant que tu partes, je sortais de l'école. Mais bon, j'avais fait 7 ans d'école. Mais du coup, je suis rentré 6 mois après et j'ai pris une poste de chef. Donc, j'étais dans une petite ville à Ville d'Avray qui s'appelait Maya. Restaurant chouette, mais quand même un peu dégagé de Juan, donc pas énormément de communication. Les 2 restaurants où j'ai été chef, en fait, ça n'a pas été des très grands succès pour des raisons diverses, généralement plutôt dû à la localisation géographique. Mais toi, t'es jeune à ce moment-là quand même pour prendre une place de chef? J'ai 21 ans. Je me rappellerai toujours d'un témoignage du chef exé de l'école du CAS qui s'appelle l'un de ses anciens mentors. Ah si, Maximin. Oui, Jacques Maximin qui dit on n'est pas chef à 22 ans. Alors, moi à l'époque je me commençais, on n'est pas chef à 22 ans. Et je pense que je comprends un petit peu ce qu'il voulait dire. Maintenant, je sais pas comment Jacques Maximin était dans ses cuisines, mais bon, s'il était violent, t'étais pas chef non plus, quoi. Donc, ça c'est marrant parce que moi j'ai souvent entendu de la part des chefs et des plus anciennes générations forcément ce truc qui est de dire aujourd'hui les jeunes et notamment à cause des émissions télé pensent qu'on peut être chef à 25 ans et c'est pas vrai. Et longtemps je me suis dit ça c'est un truc d'aigreur, c'est un truc de la vieille génération machin. Et depuis quelques temps, à force de les côtoyer, à force d'aller surtout au restaurant, je commence à me dire non en fait être chef c'est effectivement ça prend du temps. En fait, ça prend un temps de maturation, d'habiter une cuisine, un endroit, un geste, un rapport aux gens, à ses équipes. Ça prend du temps. Tu veux que je te dise, pour moi, la problématique, elle n'est pas là. C'est devenir cuisinier, ça prend du temps. Ouais. C'est pas devenir chef. Parce qu'il y a des chefs. Un chef qui accompagne ses équipes, etc., qui est présent pour eux, sans leur coller dessus. Désolé, moi, les chefs qui ont 1 ou 3 étoiles Michelin qui font ça, ils sont pas chefs non plus. Oui. Ça s'entend. Et en fait, on aura toujours peur de la génération qui suit. Et moi, j'ai des gens de mon âge qui disent les chefs, les enfants, les gosses, ils veulent plus bosser. Adaptons eux. C'est eux l'avenir. Si le modèle doit être repensé par des gens comme ça, qu'il soit repensé par des gens comme ça. Pour l'instant, je suis désolé, mais les vieilles générations, elles n'ont pas laissé le meilleur outil de travail et le meilleur socle de formation. Ouais, ça c'est sûr. Donc peut-être qu'on peut essayer de voir un petit peu la version des jeunes. Ah ouais. Pas mal. Ok, Éloi, c'est bon. Vous avez compris? Donc il y a ces premières expériences de chef et où tu dis que bon, il y a un modèle qui est pas hyper bien, que l'endroit où est positionné le restaurant ne permet pas de transformer forcément l'essai. Comment tu sors de ça quand c'est tes premières expériences justement, quand pour la première fois t'es chef et que en toute logique et honnêteté tu dis bon, j'ai pas scoré, tu sors de là comment? Le problème c'est le remplissage en fait, c'est le remplissage de la rentabilité du resto. Les clients repartent tous contents, sauf que quand vient le mec, quand t'as ton petit sourire, je sais jamais ce que tu vas sortir. Quand vient l'ennui, vient les bêtises. Et en fait, moi, c'est à cette époque-là aussi que je redécouvre ce que c'est qu'être un jeune adulte qui fait la fête, quoi. Je me rappelle avec Baptiste Rinto, qui était un de mon premier apprenti qui était plus vieux que moi. Qui était aussi apprenti chez Juan. Baptiste,
sûrement l'un des humains les plus drôles que je connaisse. En fait, on a commencé à faire la fête pas tous les soirs, mais vendredi, samedi soir, on faisait la fête. Et on arrivait le samedi matin à faire des siestes dans la cuisine parce que bon, il y avait pas de mise en place à faire. Ouais. Et en fait, à se faire piéger parce que le samedi en restauration, tu sais pas pourquoi. Et soit tu te fais dégommer, soit tu te fais pas dégommer. Donc nous, on était encore bourrés de la veille. Et en croisant les doigts pour pas se faire Enrique, franchement, était donc le patron du resto à l'époque. Et encore une fois, hein, je communique de trucs comme ça qui sont pas sains du tout. Enfin, c'est des conneries de jeunesse et je pense qu'il y a des gens qui, en écoutant ça, vont s'arracher les cheveux. Et je dis pas le contraire. Mais moi, j'ai retrouvé ma jeunesse à ce moment-là. Et s'il y en a qui sont pas contents, bah. Non, mais ça en dit long aussi. Ce métier a cette implication qui fait que souvent, et la plupart du temps, et tous les chefs racontent ça, ils passent à côté d'une partie de leur vie. Donc à un moment, forcément, il y a des moments où ça décompense. Enfin, à un moment, il faut trouver le truc, quoi. Et je reste 2 ans là-bas. J'ai 2-3 problématiques RH aussi à ce moment-là avec de jeunes issus de cités qu'on recrute en disant cool, on va leur apprendre un métier, c'est bien. Et puis en fait ils ont pas été méga faire, ils se sont mis en arrêt en même temps et donc nous je me suis retrouvé à faire la cuisine et la plonge pendant un certain temps, le temps qu'on règle les problématiques. Et puis Enrique, avec tout l'amour que j'ai et surtout c'est un des humains les plus extraordinaires, avait d'une certaine manière pas forcément la fibre entrepreneuriale de prendre les sujets et les maîtriser. Et donc en fait moi, pendant 2 ans et demi on a un peu subi ça. Et enfin, il y a eu des moments où on a un peu subi ça. Il y a des moments où aussi moi je savais pas, j'étais encore dans cette optique de pas de répliquer parce que je voulais justement plutôt aider et aller vers le mieux, mais je savais pas gérer mes émotions. Et en fait c'est à ce moment-là où je commence à me poser des questions de moi j'ai 10 ans de restauration quand je termine Maya et je me dis est-ce qu'il faut pas que je vois un peu un truc différent. Et c'est à peu près à ce moment-là que je commence à réfléchir au sujet armé où je vois un métier un peu différent. Tu te dis quoi? J'ai envie d'envisager ça. Ouais, en fait, je sais qu'à 25 ans, je pourrais pas être après Quand 25 on pense armée, il parle vraiment d'armée. Ouais, je pense à l'armée, quoi. En fait, tout le monde a toujours comparé la cuisine à l'armée, donc je me dis il y a un truc qui va pas dans le management. J'ai pas encore ce déclic comme j'ai eu plus tard, c'était dans le restaurant suivant Zebra où j'ai fait pleurer un mec parce que je l'ai insulté. J'ai pas encore de colère parce que service compliqué, parce que incapacité de gérer mes émotions. C'est à ce moment-là où je me dis pourquoi pas aller voir l'élément de comparaison. Et donc après 2 ans à faire soit des stages, soit de la réserve opérationnelle, je me rends compte que la problématique c'est que les enjeux sont pas du tout les mêmes. Bon, peut-être qu'il faut pas être non plus un prix Nobel pour le deviner, mais j'ai mis du temps en fait à comprendre où était l'écart. Donc, à un moment, pour que les gens comprennent bien, tu fais une parenthèse avec la restauration. Non, je le fais en parallèle, en fait. Tu le fais en parallèle? Ouais, je le fais sur mes semaines de vacances. D'accord, ok. Après, encore une fois, hein, moi j'ai été matrixé de le week-end, tu fais d'autres choses, quoi. Enfin... Il y a des mecs qui bossent beaucoup et on se dit, ils sont quand même allés très très loin dans leur discipline en termes de cuisine, des chefs qui ont passé beaucoup d'heures en semaine. Lui, il s'est dit, j'en fais pas assez, je vais aller à l'armée en parallèle, donc. Du coup ça m'a coûté mon couple à l'époque, hein, mais... Bah oui, là de fait il y a déjà plus rien à cause de la cuisine, là tu rajoutes l'armée et tout, donc qu'est-ce que tu retires quoi de cette histoire d'avoir passé tout ce temps avec des militaires finalement, enfin... Ouais, avec des militaires, mais en fait tu te rends compte que on peut te parler mal, on peut être violent et exiger une obéissance indéfectible, mais on le fait qu'à seulement 2 moments dans l'armée, pendant tes classes, on te forme à ce qu'est être un militaire et où on te teste, et en terrain en OPEX. En OPEX, opération extérieure. Parce qu'en fait, il y a la vie des gens qui est en jeu, et c'est pour ça que pendant tes classes, on te prépare à ça. Et là, nous en cuisine, il n'y a pas de vie en jeu. Ouais, déjà t'enlèves ça. Mais bon, tu parles de la formation, en l'occurrence pour l'armée, où entre guillemets, on te violente et on te parle mal aussi. Alors c'est pour ça que ça met un peu du temps à monter, parce que on t'explique pas vraiment que derrière, en fait, ça va s'adoucir, que c'est juste des exercices, et puis surtout on t'apprend pourquoi on te le fait, on te le dit pourquoi. Tu vois, il y a une forme de communication, et puis il y a une forme de bienveillance derrière, avec des moments de camaraderie, peut-être un petit peu comme en cuisine. Mais il n'y a pas ce côté, il y a moins ce côté hiérarchique qu'en cuisine, parce qu'en fait, t'as pas exactement la même forme t'as un collectif de finalité. En fait, c'est ça, en fait, c'est le groupe avant tout. Là où tu peux avoir une forme d'individualisme en cuisine. Ouais. T'as vu, c'est ça. Dans l'armée, il y a quelqu'un qui fait une connerie, tout le monde prend. Et c'est là où tu mets en avant le collectif. Tu vas faire ça pendant combien de temps? Alors, je fais 2 stages.
Alors là, pour le coup, encore une fois, moi, dès que de toute façon il s'agit de passer un examen, c'est vraiment. Mais... Alors, je fais l'histoire très courte, mais en gros, je voulais être officier de réserve. J'apprendrai plus tard que être officier, c'est quand même pas hyper... de réserve, c'est pas hyper bien vu parce qu'en fait, t'arrives sans. Même si c'est très intéressant, c'est mal vu par les mecs qui sont. par les militaires du rang ou les sous-off. Je faisais pas de sport à l'époque, donc je rate totalement mes examens sportifs. Mais je suis quand même deuxième sur la liste d'attente pour entrer à Saint-Cyr pour être truc. Donc je me retrouve à Saint-Mexan à l'école des sous-officiers. Je rate mes examens de tir parce qu'en fait mon arme casse la veille de l'examen et ils me font pas faire un tir d'essai avant. Donc du coup, de deuxième sur la liste d'officiers de réserve parce que j'ai pas fait de sport, je me retrouve militaire du rang, donc brigadier, donc même pas sous-officier, j'ai même pas pu valider parce que j'ai pas validé mon tir et je suis allé jusqu'au bout. Je suis resté 1 an pour revalider mon cycle de tir. Et une fois que j'ai eu mon grade de sergent, je me suis dit bon, j'arrête cette tanasse. Pourquoi tu t'es accroché à ce truc? Je lâche rien. Ouais, tu voulais ton grade, tu voulais que ça. Ouais, je voulais valider le truc. Ok. D'accord. Bon, voilà, c'était donc la période armée. Est-ce que tu as le sentiment que ça t'a apporté un truc? Est-ce que tu en retires? Ah ouais, tellement de choses. Tellement de choses. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de sexisme dans l'armée. Un humain est un humain. Enfin, et en fait, ça devrait être vrai, ça. Alors. De ton vécu, c'est ton expérience. Alors, de un, c'est mon vécu. Il y a toujours des débordements ailleurs, à droite, à gauche, et c'est évident. Et je dis pas. Toi, t'as pas été. Mais cette vision de l'humain, je la trouve absolument exceptionnelle. Un humain, c'est un humain. Enfin. Et en fait, il n'y a pas de grand débat à avoir. Un humain est un humain tant que tu respectes la liberté des autres. Et je trouve que cette vision est assez cool. Bon, c'est déjà pas mal comme enseignement. C'est quoi les autres trucs qui peuvent te servir et que tu as retenu quand tu dis il y a le tellement sport. de choses? Le sport, ah oui, je me suis rendu oui, compte t'es attaqué, t'es parti de loin apparemment. Ouais, quand tu fais des classes, ouais, tu cours, tu fais des pompes. J'imagine. Non, mais alors j'ai fait du sport étant jeune, hein, mais je faisais plus de sport depuis que j'avais commencé. C'est les gens qui disent oui, mais j'ai fait beaucoup de danse quand j'avais. Ouais, moi j'ai fait 7 ans de judo aussi. Je casse la tête. Attention. Alors c'est pas le judo, c'est le karaté. Mais... Pardon. Mais ça, tu t'en sers encore? C'est un truc qui est important. L'importance du physique. Moi, c'est surtout psychologiquement en fait. Ça m'apaise beaucoup. Ça, c'est une donnée importante. On n'en parle pas assez dans ce podcast. Parfois, certains chefs l'évoquent, mais de trouver comme ça des bulles qui permettent de retrouver un équilibre. Et le sport est une bulle offerte, évidente. Ça, c'est un truc auquel tu fais attention. 20 minutes. Moi, je me fais des séances de 20 minutes les matins de tournage juste pour me dire, ok, là au moins je serai détendu et je vis pas ma journée pareil, quoi. Bon tips. Ok. Un humain est un humain. Le sens du groupe, du collectif, la nécessité du sport. Tu repars avec tous ces petits enseignements dans ta besace et tu te dis, ok, je vais continuer ma voie. Et là, j'ai Alexandre Gisbert qui me propose un poste. Non, c'est pas un ancien commercial un commercial que j'avais à Zebra qui me dit, Alexandre Gisbert cherche un chef pour Zebra, qui est son nouveau restaurant où il veut remettre en avant la brasserie française, mais plus la brasserie de luxe. Et en fait, c'est une équipe de 20 personnes. Je me dis, bon, j'y vais, mais j'ai aucune... j'ai 23 ans à l'époque, et Alexandre décide de me faire confiance. Et je passe encore une année qui a été assez dure, parce que je fais aussi, quand tu prends la tête d'une équipe, c'est un peu... Et comment on fait pour, à cet âge-là, et pardon, mais c'est pas toi, mais c'est quand on a cet âge-là, pour te retrouver avec des gens qui sont certainement plus âgés que toi, il y en a dans l'équipe. Les gars pensaient que j'arrivais pour un essai de commis. Donc moi, je pense que j'avais pas ta petite moustache à l'époque en plus. Tu sais que moi j'ai eu ma moustache qui est arrivée cette année. Simplement. Non mais c'est vrai, mais quand mais on a tous vécu ces trucs-là. Moi je me vois pareil, quand j'avais 20 ans, t'es là, on pensait que j'en avais 15 déjà. Ouais. Et j'imagine qu'on a un peu le même profil. Quand on se retrouve à la tête d'une vingtaine de personnes. Je pense que en fait tu manages par l'exemple, donc j'étais loin d'être parfait, j'ai fait beaucoup d'erreurs à ce moment-là. Là attends, à 23 ans tu te dis je vais manager par l'exemple? Oui, déjà à ce moment-là. L'armée c'est ça, hein. Ah voilà, autre type de l'armée. La manager par l'exemple, bien sûr. Okay. Tu ne donnes pas, la vertu de la plupart des chefs d'état-major de l'armée, c'est qu'au moment de sauter en parachute sur un théâtre de conflit, c'est eux qui sautent en premier. Okay. À l'époque où ils étaient officiers opérationnels. Donc là, ça se traduit par quoi? Quand tu rentres, quand tu prends la tête de cette cuisine et que tu débarques dans ce restaurant? Moi, ça a toujours été, je ne demande rien à quelqu'un que je ne ferai pas moi-même. Pas que je ferais mieux que lui, mais que je ne serais pas capable de faire moi-même.
ok. Et en fait, même, tu vois, sur ton outil de travail, moi, Orgueil a été ouvert avec les moyens du bord. C'est pas l'endroit le plus agréable pour bosser parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'argent à l'époque. Typiquement, moi, je me vois plus rouvrir un restaurant où l'outil de travail est pas au top. Et parce que je l'ai vécu et que je sais que c'est pas agréable, quoi. Et comment ça va se passer, cette prise de position, justement comment c'est Bah, au début, c'est énormément de stress. Là, j'arrête. Je mets complètement les œillères. Je travaille. En plus, je découvre ce que c'est que le cadre au forfait. Donc, c'est-à-dire c'est cadre au forfait. Donc, en fait, Ah t'as oui, plus de. t'es corvéable à merci et t'as un salaire. C'est pas que t'es corvéable à merci. Non, alors, d'ailleurs, c'est pas. Enfin, c'est pas décompté, quoi. Y a pas de. Alors, c'est même pas ça. En fait, non, c'est très mal expliqué. C'est pas cadre au forfait que je découvre parce que, bon, techniquement, j'étais cadre au forfait depuis que j'étais apprenti. Hein. Ouais. Le restaurant où j'étais payé moins d'1 euro de l'heure. Hein, oui, de fait. Ouais. Mais c'est plutôt le rythme 7/7. Okay. À une position où t'as pas forcément appris à déléguer. Enfin, tu vois, je suis quand même très jeune. Hein, ouais, donc là, tu lâches rien, tu y es tout le temps. Ouais, je suis tout le temps. Et je prends du plaisir. J'ai un directeur à l'époque, tout fic. Je fais du name dropping depuis tout à l'heure, mais ils ont tous des restos, tout fic. Il y a un restaurant espagnol qui s'appelle Buenas. Ok. Qui est très chouette. Et honnêtement, c'est l'humain qui m'apprend le management. Mais quoi qu'est-ce que tu découvres, qu'est-ce que tu apprends, qu'est-ce que tu vois à ce moment-là? Bah, j'apprends déjà à m'organiser face à un ordi, même si c'est que les prémices. C'est la première fois que je licencie volontairement quelqu'un aussi. J'apprends à faire des débriefs, j'apprends à être humain, il m'apprend beaucoup à me mettre à la place de mes équipes. C'est quoi sa position à lui à ce moment-là? Il est directeur. Okay. Mais il me traite comme son égal. D'accord, ok. Donc il est légèrement au-dessus de moi, mais il me traite comme son égal. Ok. Et en fait, vous avancez en binôme à ce moment-là? Ouais, j'apprends aussi que en fait, quand tu es dans une équipe quand tu es chef d'équipe, tu dois aussi, en fait, quoi qu'il arrive, protéger tes lieutenants. Ils feront des conneries, c'est sûr. Tout le monde fait des conneries. Mais tu dois les accompagner, les défendre et ensuite trouver des process, toi en tant que boss ou manager, pour éviter qu'ils les refassent. Là, tu parles de ta garde rapprochée, de la garde rapprochée d'un chef. En l'occurrence, tu les protèges de quoi? De quoi il faut protéger ces gardes rapprochés? Souvent d'eux-mêmes. Des gars très motivés, il faut souvent les protéger d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils débordent? Parce qu'ils vont trop loin? Bah parce qu'ils ont tendance à pas s'écouter, parce que quand tu as créé un lien suffisamment fort, bah c'est des mecs qui se coupent. Non, c'est une exagération, qui se battent pour toi, quoi, et qui ont envie de se battre pour toi. Ouais. Ils arrivent tout honteux en mode je vais essayer de décaler, je dois me faire opérer de l'épaule parce que sinon je ouais. 40 ans. Ils se crament, ouais. Ils vont trop loin. Et tu leur dis non mais tu t'arrêtes, tu t'arrêtes, tu te fais opérer, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc là tu découvres tout ça en fait. Tu découvres le fait de devoir apprendre une forme, ouais, en fait il y a une forme. Lui il a été formé pas dans des étoilés, donc en fait il a cette notion du code du travail finalement, ouais. Simplement. C'est à ce moment-là que je deviens aussi ok sur le fait que c'est pas parce que j'en ai chié que les gens qui me suivent doivent en chier aussi. Ouais. Là tu dis que tu dois pas répliquer les trucs que tu n'as pas. C'est ça. Et c'est un juste mélange entre son management à lui, parce qu'il me demande de me mettre à la place des gars, ouais. Et donc à me rappeler à ma réalité que j'ai vécue quelque temps. Et l'exigence que tu as pu connaître dans des maisons et l'envie de performance aussi. Ouais. Parce que ça te quitte pas l'envie de performance finalement. À ce moment-là, tu l'as encore, t'as encore envie de. Je sais pas, ouais. Non, depuis que t'as pas été meilleur apprenti, tu boudes. Mais c'est pas que je boude, mais non, parce qu'à cette époque, non, c'est à cette époque-là aussi où je postule à Top Chef. Donc je l'ai encore un petit peu, mais. Donc tu postules à Top Chef. Oui, je postule à Top Chef, je crois, juste avant l'armée. Dernière année de Maya, première année aux Zebras, et ensuite c'est eux qui sont venus me chercher 2 fois et qui m'ont pas pris finalement. Mais ouais, à une époque, oui, je veux faire Top Chef. Ouais. Et je crois que c'est au dernier échec de Top Chef où je me dis, bon, de toute façon, le Michelin m'a jamais foutu dans un de ses guides, je n'ai pas été pris dans Top Chef. Oui, il y a un côté un peu rage quitte. Non mais c'est parce que pour le coup c'est marrant dans cette histoire parce que aujourd'hui on peut considérer on va en parler après évidemment pour renouer avec on va arriver au temps présent. T'es une figure de la jeune scène française aujourd'hui. C'est impossible de parler des jeunes chefs français sans parler de toi. T'as une image, t'as conquis les réseaux. Si aujourd'hui on doit dresser justement le portrait robot de la figure de celui qui incarne la cuisine sur les réseaux qui sont ceux de la jeunesse entre guillemets, c'est toi qui sors. Il y a une forme de reconnaissance. Bah non, c'est le cas. Pour le coup, c'est objectif, c'est flatteur. Tu dois avoir des trophées de YouTube, désolé, mais c'est factuel. Et aussi, il y a une forme de réussite professionnelle qui ne peut pas être invalidée parce qu'il y a 3 restaurants désormais qui vivent et qui vivent bien et qui ont des retours. C'est mon petit moment où je te. qui ont des retours professionnels de la part que ce soit des journalistes ou même de tes pairs, qui valide aussi la partie cuisine. Mais il y a quand même eu toute une histoire
depuis ce petit casting pour ton rôle d'enfant dans Où c'était du train. dope. Non, mais il y a eu quand même ce truc où t'as voulu aller chercher des cases, cocher des trucs, décrocher des médailles. Et non, en fait. Ouais, et c'est vraiment quand je me suis mis à mon compte et que je me suis dit j'abandonne le. Enfin, je bosse pour moi et je bosse surtout pour moi. Orgueil, en fait, c'est, le nom, c'est un pied de nez aux chefs qui ont un ego surdimensionné. Moi, le seul truc dont je suis fier, c'est des producteurs qu'on met en avant et de mes équipes. À quel âge ça va démarrer cette histoire? Parce que c'est là où on s'est rencontrés, c'est le nom de ton premier restaurant. Ça a été un des premiers journalistes. Ouais, c'est possible. Tu vas l'ouvrir à quel âge et comment ça se dessine cette ouverture? Comment ça Je arrive? l'ouvre à 27 ans et comment ça se dessine? Donc après le Zebra, qui est dans un coin compliqué pour la restauration dans le 16e, change de concept et devient le Daroco 16 qui a fermé depuis. Et je suis pas chef italien. Donc on part en très bon terme avec Alexandre. Qui va venir d'ailleurs bientôt, j'y pense, dans ce podcast. Pour parler de ces entreprises dans la version entrepreneuriale. Alexandre, il va venir. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Après... Ah oui, après je vais me mettre à mon compte. C'est bon, j'arrête de bosser pour les gens. Donc je fais des Mais missions. ça vient de quoi là? Pourquoi? Qu'est-ce qui te guide là-dedans? J'ai bossé dans 2 restaurants qui n'ont pas fonctionné. J'étais chef et donc en fait, y a peut-être un sujet où en fait la cuisine c'est pas tout. Ok. Donc, et tu te dis en m'y mettant moi, ça marchera mieux. Au moins ce sera mes propres erreurs. Si ça marche pas, ça pourrait être que de ma faute. Mais ça c'est un truc que tu dis depuis le début à peu près sur tout, tu sais, hein, tu te rends compte. Hein. Ouais, bien sûr. Mais là c'est vraiment en fait, je pourrais m'en plaindre qu'à moi quoi. Ok. Donc là tu vas être chez toi. C'est peut-être un peu la méritocratie poussée à son paroxysme, hein, mais ouais, non, parce qu'il y a un côté rageant à passer à côté de la réussite pour un truc que tu n'as pas maîtrisé, à savoir ou un contexte, ou une autre personne, ou un truc. C'est de ça dont on parle en fait. Ouais. Ok. Donc quitte à tomber, autant tomber parce qu'on a fait sa faute. Puis quand tu tombes, moi tu vois, je pense que c'est un des trucs qui me fait avancer au quotidien, c'est que je sais que je suis responsable de 100% de mes actes. À part facteur économique ou bien sûr. Ou un conflit extérieur, ou une pandémie. J'ai eu la chance sans avoir la chance de ne pas avoir encore ouvert mon restaurant quand le Covid est arrivé. Moi, j'étais à mon compte, donc je me suis dit je vais faire du freelance, je vais être sous-chef exé, chef exé pour un tel. Il y a des opérations, j'ai eu des plus ou moins bonnes expériences. T'es passé à travers en tout cas cette petite période. Le Covid arrive. Je le passe à la campagne avec un pote chef et en sortie de Covid j'avais commencé une création de cartes pour le groupe LBF pour la création d'un bar à Bordeaux et c'est là où je rencontre mes 2 associés historiques, Youssef et Martin. Ok. Et en fait on s'entend bien, on fait la fête pendant 2 semaines sortie de Covid. Normal. Et on commence à parler restaurant, ils aiment bien bouffer, ils sont vraiment passionnés d'entrepreneuriat. Leur objectif à terme c'est d'être multi-entrepreneur et ils ont déjà une expérience dans la restauration. Ils ont des bars. Surtout en fait nous t'es pas en école de cuisine et je pense que j'espère que ça a évolué depuis, mais moi à l'époque je pense qu'on n'était pas vraiment formé en entrepreneuriat et en management, donc en fait c'est un peu vertigineux. Et la grosse problématique que t'as, c'est surtout en fait quand tu sors d'une école de cuisine, t'as moins envie de l'entrepreneuriat ou tu veux faire de la cuisine quoi. Et donc en fait t'as le temps d'oublier aussi un petit peu et tu vas pas sortir tes cours de Ferrandi pour alors un bilan. Non bien sûr. Donc tu trouves quoique maintenant je pense qu'avec les IA tu dois quand même pouvoir te retrouver un peu plus facilement. C'est un peu plus simple. Mais bon, faut mieux quand même savoir de quoi on parle. Et puis tous ceux qui veulent entreprendre, je vous conseille de trouver un bon associé et à bien vous entendre avec lui, parce que moi Martin et Youssef étaient non opérationnels, donc j'étais seul maître à bord. Même si on prenait les grandes décisions ensemble, c'est moi qui travaillais quoi. Sur le sujet en particulier. Et quand Benoît est arrivé après 1 an d'ouverture d'Orgueil, putain mais quel vent frais. Alors, du coup, là, vous êtes dans cette forme de complémentarité. Tu trouves cet attelage avec tes associés qui, eux, ont plutôt une vision business des trucs et ils vont te laisser faire en mode c'est toi qui sais. Donc, on va se reposer sur toi. Tu te retrouves figure de proue, vous trouvez un local, Orgueil va s'ouvrir. Surtout, on galère déjà. On est entre. Moi, j'ai chopé le 3e, l'emprunt pour Orgueil juste après la fin du 3e confinement. Mais j'avais été voir 30 banques différentes et j'ai eu 29 refus. Donc oui, mon restaurant n'était pas ouvert, donc c'était pas la catastrophe, mais bon, ça aurait pu être aussi vraiment compliqué avec les problèmes de l'époque. Et Orgueil ouvre. Orgueil marche. C'est quoi? C'est ton resto, c'est ton premier soir, c'est ton premier service. C'est quoi le souvenir que t'as? Parce que c'est quand même, dans la vie d'un chef, c'est quand même quelque chose. Quand justement tu te dis, bon bah ça y est, je suis chez moi quoi. Ouais, on y est. Moi je me rappelle d'une journée où
le jour de l'ouverture, j'avais tellement d'appels que j'arrivais pas en bas de l'historique du journal d'appel. Pourquoi? C'est des potes qui appelaient ou des gens qui voulaient venir ou c'était quoi? C'était des maires de chantier, des maires de fournisseurs, Ah ouais. des potes qui voulaient venir. Ah ouais, tous les trucs à gérer en fait. On a bien, mais on avait quand même cette envie de confort on ouvre que le soir au début. Ça arrivait, on savait que ça allait mettre du temps avant de. Puis on voulait vraiment. Moi j'avais fait, c'était ma 6e ouverture au Orgueil, je crois. Donc je savais que c'était intense et donc je voulais aussi préserver un peu les équipes. Ouais. Ah ouais, t'avais déjà cette expérience. Mais bon, là c'était chez toi. C'est quoi le sentiment que t'as quand tu vois tes premiers clients arriver? C'est quoi les premiers retours? Parce que là t'es en première ligne. Moi j'ai pas eu le temps d'en profiter honnêtement. Ah ouais. Les travaux c'était une catastrophe. J'ai ouvert mon premier service et on avait plus de cash surtout parce que les travaux et moi, le premier service, j'ai pas de passe, j'ai pas de bar dans le restaurant. Et j'ai 20 potes dans la salle. Bon, après, il n'y a jamais une ouverture qui se passe, c'est très très rare que ce soit pas un peu rock'n'roll. C'était vraiment système D. Hein. Et ça a pris, tu as retrouvé tes marques assez rapidement, tu as été rassuré par le public assez rapidement. Quels ont été les retours des clients Ouais, les premiers services ont été très cool. Et quand on a commencé à faire le théâtre, quand on a commencé le speakeasy, donc c'était, je pense, une petite salle qui est à côté de la cuisine, ouais. Vraiment face à la cuisine comme un cinéma. Ouais. Là, on a commencé à vraiment prendre du plaisir. Là, c'était vraiment cool. Mais en fait, heureusement qu'on était ouvert que le soir parce que je passais ma journée, moi, à gérer les problèmes de travaux encore pendant les 2 semaines qui ont suivi l'ouverture. Ouais. Qu'est-ce qu'ils te disaient les gens au début de ta cuisine? C'est quoi les choses qu'on t'a dites? Parce que là, pour le coup, t'avais les mains libres. Quand on est chef et qu'on a un patron, on a un cadre et un format en général qui sont plus ou moins imposés. On a plus ou moins carte blanche. Là, en l'occurrence, tout repose sur tes épaules. C'est quoi les souvenirs que t'as de gens qui te débriefent, en fait, ce que t'es toi finalement ou ce que tu proposes? C'est hyper impliquant quand on propose sa carte à soi-même. Et j'étais en fait assez confiant de l'offre de cuisine que je faisais parce que en fait si tu veux quand j'étais à mon compte j'ai fait beaucoup de dîners privés en fait je savais c'est pas que je connaissais les goûts, non, ce qui a été plutôt compliqué ça a été de garantir le remplissage en faisant une cuisine pas trop de nerd. Vraiment la carte on l'avait dessinée avec Martin et Youssef avec 3 niveaux de compréhension. 1 pour les nuls qui mangent au restaurant comme des Doberman, 2 pour les petits foodies et 3 pour les chefs. Et en fait, 2 pour les quoi? Les foodies. Ah oui, ok. Et 3 pour les chefs. Et en fait, t'as pensé ta carte en imaginant 3 types de profils. D'accord, pour que cette même carte soit accessible, lisible et intéressante pour les 3. Ouais. C'est marrant, c'est la première fois que j'entends ça. Je pense que moi je l'avais jamais entendu parler, c'est typiquement, je crois que c'était une idée de Youssef, parce que Youssef est foodie. Martin c'est littéralement un Doberman. J'adore. Hein. Doberman. Mais il a eu aussi des bonnes idées. Lui il voulait un truc un peu mainstream, très école de commerce, parce que mes 3 associés ont fait une école de commerce. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc en fait, du coup, la croquettasse d'Orgueil est le plus gros best-seller. Il faut maintenant s'adapter à la clientèle. On peut faire des trucs de nerd. Qui voulait séduire les chefs? Moi, évidemment. Non, mais il y avait encore cette envie de reconnaissance. Hein. Vraiment, c'est parti. Je sais pas au bout de combien de temps c'est parti. Tu disais que le 3e associé qui va vous rejoindre a apporté un vent frais. Quelle est la nature de ce vent qu'il a apporté dans cet attelage qui paraît sympathique vu de l'extérieur déjà? Vous 3, les 3 premiers. C'est surtout que moi j'avais personne au quotidien avec moi. Moi j'avais vraiment la problématique de la solitude du pouvoir parce que ils sont, même si on était associés, ils étaient quand même investisseurs, donc il y avait quand même des obligations de résultat, mais qui à mon sens ne devaient pas déborder sur les équipes. Et en même temps, donc t'étais seul. J'étais le paratonnerre. T'étais la charnière. J'étais le paratonnerre. Mais bon, ce qui est agréable parce que du coup tout dépend de moi et si ça marchait, du coup je sais que c'est en très grande partie grâce à moi. Oui, mais c'est pas forcément très efficace ça. Et du coup, le 4e qui arrive, il apporte quoi? Tu t'épises beaucoup. Quand Benoît est arrivé, j'étais KO quoi. Et lui, il arrive pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il va apporter justement? Pour développer, l'idée c'est du coup, on se rend compte que en fait, pour développer plusieurs péchés, déjà moi je suis pas au bout de 6 mois, je suis pas au top de ma forme, je suis fatigué. Et puis je suis inefficace sur certains sujets parce que je peux pas être partout. Et donc lui il va m'apporter de l'aide et puis surtout de la structure. Lui sortait de conseiller en strat. Benoît c'est un esprit analytique comme j'en ai jamais vu. Et donc en fait on est méga complémentaires. On apprend à se connaître pendant l'année et demie qui suit, mais maintenant je changerai d'associé pour rien au monde quoi. Ouais. C'est fluide. Et surtout en fait il y a plus cette solitude du pouvoir que moi j'avais à l'époque quoi.
Ouais, ça structure et puis ça doit aider aussi à prendre du recul. Tout le temps. Et puis en fait, quand il y en a un qui est dans son guidon, l'autre fera tout pour l'aider à parvenir à ses fins, mais il sera aussi là pour dire mec, là tu forces quoi. Et il y aura une écoute mutuelle. Si l'autre dit là tu forces, ok, recule. Vraiment, je le souhaite à tout le monde d'avoir un. Quand tu dis là tu forces, c'est un truc d'associer, c'est intéressant pour que les gens comprennent. C'est en gros, tu essaies de faire passer une idée. T'as pas forcément raison et tout, et t'insistes, et à un moment ça c'est... Franchement, c'est notre jeu préféré avec Benoît, c'est de comme on sait qu'on s'écoute beaucoup, mais qu'on veut vraiment pousser le truc, on aime bien en fait faire entrer les gens dans nos débats à nous. Ah oui. Et typiquement, je me on rappelle d'un passage... instrumentalise la tierce personne. Je me rappelle au moment où on choisissait parce que nous, on pense vraiment que l'expérience client dépend pas que de la cuisine, et donc typiquement les menus d'orgueil sont des cartes de tarot, ouais. Et on cherchait à avoir un truc au moins aussi stylé sur colère. Et moi je voulais faire une boule de papier que t'écrases de rage. Je sais plus qui avait eu cette idée là, je crois que c'était Nodea. Une sorte de truc anti-stress, ouais. Un peu. Et en fait les 3 associés étaient contre. Et j'ai dit ah ouais, vous jouez ça. Je suis invité chez McFly et Carlito. Je l'ai dit devant, du coup il y a eu 3 ou 4 millions de vues. Tout le monde a dit ouais, trop cool la boule de papier. Je suis revenu du tournage, je dis à Benoît, je t'ai pas fait une fleur là. Mais in fine il a dit on a dit que c'était trop compliqué parce qu'il faut quand même que ce soit compréhensible par le client. Donc oui, ça nous fait marrer, oui, ça fait marrer les gens qui ont regardé. L'idée c'était quoi, d'avoir un menu à froisser? C'était le menu que tu voulais En fait, quand on te demandait le menu, on te mettait une boule de papier. Ah ouais. Qui avait été froissée de colère. Mais en fait, c'était plus la phase de qu'est-ce que tu expliques au client au moment où tu mets la boule de papier sur le ouais, compliqué. Et même si t'as pris à partie 3 millions de personnes, c'est pas passé. T'avais forcé. Clairement forcé. Là, tu forces. Il y a un truc dont il faut parler quand même, parce que là, on rigole et c'est la version fun de l'association. Et pour le coup, j'ai l'impression que vu de l'extérieur, c'est une belle association et c'est un bel attelage. Il y a eu Orgueil, on en a parlé, il y a eu Colère évidemment, maintenant Envie. Envie, c'est son idée typiquement. Ouais. Le buffet à volonté, c'est son idée. C'est encore une déclinaison. Encore plus honorant. Moi j'ai trouvé ça a été un immense honneur de l'aider à... On parlait de la problématique qu'en fait si on voulait se développer rapidement, il fallait aussi avoir un concept un peu tout terrain qui fonctionne un peu partout. Et en fait, un restaurant comme Orgueil ou comme Colère est très dépendant de... Enfin, je vais pas mentir aux gens, c'est pas que je suis plus dans mes restos, mais je suis dans mes restos tous les jours et c'est surtout mes chefs qui font le taf. Ouais. Et je pense qu'il y a une étape où, comme un jour, comme Ducasse, on communiquera surtout sur le chef actuel du resto. Ouais, bien sûr. Même si c'est nous qui avons développé le concept et que il faut pas non plus être hypocrite. Mais ce que je veux dire, c'est que ces adresses-là, toutes, quelles qu'elles soient, il faut qu'on en parle là, avant de finir cet épisode, elles reposent sur des valeurs. Oui. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on t'a toujours entendu, qui sont une forme d'ADN qui passe au-delà de la cuisine, au-delà même du geste que tu as envie d'avoir en cuisine. Avant toute chose, il y a une sorte de prisme sur lequel tu ne veux pas te départir. Est-ce que tu peux raconter ce que vous avez mis justement dans l'ADN de ces adresses? Il y a le rapport au gaspillage. Il y a le rapport au gaspillage, il y a le rapport à la qualité du produit et du producteur, et du respect du producteur surtout. Alors pardon de te dire ça, mais est-ce que respect du producteur, respect du produit, c'est pas ce que vont dire tous les chefs et tous les restaurants? Ouais, mais bon, ça s'appelle le greenwashing, ça existe aussi dans la restauration, hélas. Donc on est en train de se dire que... Si tu veux mettre en valeur ton producteur, tu travailles de la carcasse entière, parce que maintenant, parce que les bons producteurs n'arrivent pas à vendre leurs avants. Parce que ça coûte trop cher, parce que vous leur tournez le bras pour avoir des food costs cohérents. Donc maintenant, nous, c'est que la carcasse. Donc tu prends une bête en entier. Ouais. C'est pas de livraison tous les jours, livraison une fois par semaine. Ou alors on prend un autre producteur qui nous livre une fois par semaine. Pourquoi? Pour lui laisser... Empreinte carbone, et puis son travail, c'est de faire pousser des légumes, c'est pas de faire de la logistique, quoi. Ok, donc ça, tu te le gères. Et l'argent qui part dans la logistique, c'est de l'argent qui lui va pas dans la poche. Et c'est ce qu'a pensé Big Ma. Je pense, désolé, mais je pense vraiment que les modèles... certains modèles de restauration neufs comme Big Mama, comme Nouvelle Garde ont fait beaucoup de bien à la restauration. Ouais, ok, pas con. On prend les bêtes entières, on livre une fois par semaine. À vous de gérer vos histoires de stockage. À nous de gérer le stockage, à nous de travailler nos menus pour pouvoir passer l'intégralité des produits, de gérer notre équipement pour être en capacité de stocker, parce qu'il y a du stockage aussi. Bien sûr, ouais. Mais ça donne la porte ouverte aussi à tellement de choses. Parce que c'est une contrainte qui fait naître certainement la créativité. Antoine, mon chef exa, a lancé un garum. Faut que je le goûte d'ailleurs, tout à l'heure d'ailleurs, juste après le podcast. Il a fait un garum il y a 6 mois et on va le goûter. Trop bien. Trop stylé. Hyper bien. Donc respect du producteur, du produit, donc on comprend en quoi c'est avéré et en quoi c'est pas du greenwashing. Pas de gaspille, donc on utilise tout et ça c'est vrai pour les végétaux en l'occurrence. En fait n'importe quoi peut être utilisé pour faire un bouillon de légumes. Donc évidemment il y a des produits qui sont un peu plus gaspillés, type les pots de
les peaux d'artichaut qui sont très très amères. Ouais. Un jour, j'aurai un restaurant où on fera des grillades végétales et en fait, on fera sécher dans un grand séchoir toutes les peaux de légumes et on les utilisera pour allumer le barbecue. Ça, c'est mon rêve. Ah bah oui, au moins t'auras tout. Ouais. Le seul truc qui gênait, tu l'auras utilisé. Donc ça c'est les choses qui sont importantes. Humainement, on a beaucoup parlé de management dans cet épisode et c'est un truc que t'as commencé à observer. Et finalement, même si tu dis que t'as répliqué, que t'as certainement été exposé et que t'as refait peut-être des choses que t'aurais réprouvées, on sent que c'est quand même un sujet sur lequel tu es, en observation et qui est important pour toi depuis très longtemps. Bien avant finalement, même que tu sois en position de chef. Ouais, totalement, parce que en fait, on est tous sur la même planète et il faut tout. Moi, j'ai vraiment une espèce de message de paix de comment tu peux faire plaisir aux gens en leur faisant un repas si tu es odieux avec tes équipes. Et comment tu veux grandir si tu n'amènes pas les gens avec toi, quoi. Qu'est-ce qu'ils te disent les détracteurs? T'en as forcément quand tu dis ça et quand je pense à ça aux gens qui vont regarder cette vidéo. Parce qu'on a tous envie de dire ça, on a tous envie de dire que ça se passe mieux, que les gens soient plus heureux et tout. Pourquoi c'est pas le cas et pourquoi toi tu le dis? Moi j'ai encore des gens qui m'envoient des messages sur Insta en me disant qu'ils arrêtent le métier parce qu'il y a un trou de balle qui s'est mal comporté. Encore aujourd'hui, j'ai des messages toutes les semaines. Comment t'es arrivé justement à mettre en place un type de management qui évite ce genre de dérapage malheureux? Le truc qui fait le plus de bien, ça a été de diminuer le temps de travail. Donc au début, ça a été des semaines de... Si tu comptais les pauses, on était à 43-44, mais on était encore un peu au-dessus. Et maintenant, on est à la badgeuse, simplement. Ok. Badgeuse. Donc ça, c'est... Ce qui existait assez tôt dans les grandes adresses, dans les palaces, pour le coup, mais en restauration... Mais c'est facile avec des budgets illimités. Ouais, voilà. Non, mais de fait. De fait, comment on arrive justement à le mettre en place Mais en fait, c'est un vrai cercle vertueux. La communication, remplir les restos. Remplir les restos. Une fois que les restos sont remplis, il faut deux choses. Il faut des équipes. Les équipes, on les retient parce qu'on fait du zéro déchet et donc en fait elles vont apprendre un nouveau métier qui peut être le métier de boucher, de charcutier, etc. Le fait de tout travailler de A à Z fait descendre ça fait descendre les coûts. Ouais, bien sûr. Donc si ça fait descendre les coûts, c'est meilleur pour le food cost et donc ça nous permet aussi de payer justement les équipes qu'on recrute. Ouais, ou de dégager un volume suffisant pour embaucher un peu plus et pour investir dans d'autres trucs et donc se développer. Ok. Tu parles de la communication comme d'une racine originelle à tout ton modèle. La communication, on peut pas je me demandais comment tu allais venir aujourd'hui. J'ai pas le droit d'apparaître sans pour l'instant. Donc c'est vraiment ce harnais qui normalement contient tes couteaux. Crée. Ils sont à la révision là. Ouais. On profite. Il y a le nouveau harnais en plus qui est en préparation là. Mais c'est ton image et les gens te connaissent comme ça beaucoup sur les réseaux. Bon, on me dit toujours tu connais le chef au couteau. C'est un choix, c'est rudement efficace. La communication, tu la places comme donc. Là, quand tu le décris. À la base, la plupart des choses que je t'ai dit, je les ai compris après coup. Personne ne me les a. Mais c'est un matin, je me suis levé, je me suis mis un petit harnais en cuir autour de moi. Moi, ça partait d'une blague en fait. Oui, on a fait une vidéo parodique et en fait, j'ai commencé à le mettre en cuisine parce que je me suis dit bon, quitte à l'avoir payé pour faire cette blague, autant essayer un petit peu. Et en fait, ça a pris. Est-ce que c'est. Alors, pour le coup, avant de rentrer dans le principe de communication, est-ce que tu y trouves un intérêt pratique? Parce que moi, je me dis, attends, il y a plein de trucs qui doivent être chiants. Non, alors c'est très pratique. Le truc, c'est qu'il faut l'utiliser au quotidien et l'avoir ancré dans son esprit. Comme moi en cuisine, j'ai du mal à l'ancrer. C'est vrai qu'il y a encore des moments où je me dis, bon, où est-ce que j'ai mis mon couteau? Bon, en fait, il est sur moi. Ouais. Et le seul truc qui pêche, c'est que c'est très lourd. C'est lourd. Ouais. 5 kilos sur le dos à la fin de la journée, tu le sens. Quoi qu'il en soit, ça a créé un personnage. Ce personnage, tu l'as déployé en dehors de ta cuisine parce que sur YouTube aujourd'hui, tu es extrêmement vu, extrêmement connu. Tu produis beaucoup de contenu. Ça, tu t'es dit dès le début que ça pouvait être justement, encore une fois, quand tu parles du schéma économique de ton histoire, tu parles de la communication. Et aujourd'hui, la communication pour toi, c'est beaucoup ça. Un chef, de toute façon, qui est visible, remplira mieux ses restaurants. Ça, c'était évident. Dès le début, moi, on m'a poussé. Qu'est-ce qu'il faut pour être visible? Attends, pardon, mais c'est pas un truc qu'on décide. Il y a plein de chefs qui sont. Enfin, tu vois, toi, tu as une aisance, tu maîtrises des formats. Ils le font par les récompenses dans des guides. Il y en a qui. Ok, tu parles de visibilité de manière générale. Des vidéos très satisfaisantes. Il y a des youtubeurs qui ouvrent des restaurants parce qu'ils savent que la visibilité apporte du business. Ouais. Et toi, c'est pour toi une espèce de levier moi, je voulais faire un truc qui me ressemblait. Donc, je voulais pas faire un truc pour. Parce que de toute façon, ce qui marche, c'est très con à dire, mais c'est faire quelque chose qui te ressemble. Donc, moi, j'avais besoin d'expliquer et d'apprendre aux gens, au début sur du format vertical.
quand on a fait du format vertical, la moyenne c'était plutôt des formats de 1 minute, 1 minute 30, mais en fait on s'est rendu compte qu'en 1 minute 30, moi, j'avais tellement de trucs à raconter parce que j'avais X années de... Tu voulais aller plus loin? Je voulais aller plus loin, et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des formats YouTube. Ok. Comment t'as décidé de faire des formats YouTube? C'est toi, parce que moi je connais... YouTube c'est quand même clairement ma génération, quoi. Tu dis ça pourquoi là? Que j'ai vraiment grandi avec, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu t'es dit, ok, je vais m'emparer de ce truc. Ça nécessite une production. Là, aujourd'hui, on est dans un studio. Moi, ça fait 5 ans que j'ai créé ce podcast. Tu es le premier à faire voilà, ce nouveau format vidéo. Toi, ça fait longtemps que tu as démarré par rapport à moi. Donc, tu l'as vu tout de suite. Tu t'es décidé, toi, à investir, acheter des caméras, machin. Parce que c'est un investissement truc. J'ai eu beaucoup de chance, c'est que en fait, je me suis lancé dans l'audio visuel avec 2 techos. Un qui sortait de l'école, qui était un pote d'enfance. Et un qui était l'époux d'une de mes meilleures potes. Histoire de copains, quoi. Ouais, histoire de copains. Et je vous ai dit, bon les gars, au début, j'aurais pas grand chose à vous donner. Je vous donnerai ce que j'ai. J'ai vendu mon appart à l'époque. Ouais, non, c'était vraiment le truc con, ça. J'avais acheté un appart très jeune parce en bossant chez L'Oréal, tu touches intéressement participation. Donc j'ai acheté un appartement à 21 ans. Et j'ai vendu cet appartement, du coup, 6 ans après pour lancer ma chaîne YouTube. Et financer le truc. Complètement con. Mais en tout cas, c'est hyper ambitieux. Et pour le coup, l'histoire a montré que t'avais plutôt raison. Parce que, en l'occurrence. Oui, ça paye. D'accord, donc t'as fait ce parti, t'as pris ce parti dès le début, quoi. Et donc je leur ai dit, au début je vous paierai, désolé, un petit peu l'inspire, donc après je leur ai redonné des primes plus tard. Ouais, et aujourd'hui c'est une vraie production parce que t'as des vidéos. On a un budget de 20 000 balles de production audiovisuelle par mois, à peu près. Ok, et il y a combien de gens qui te suivent sur YouTube? Cumulé, on est à quasiment 600 000 avec TikTok, YouTube et Insta. Et ça, tu vois l'effet, le levier que ça a sur ton restaurant, clairement. L'image du restaurant, le remplissage. Ah ouais. Et surtout, je pense que les gens commencent à mieux consommer. Et moi, c'est vraiment l'objectif de cette chaîne YouTube. Au début, j'ai lancé ça pour ouvrir les restaurants. Maintenant, c'est pour en fait que les gens s'imprègnent de ces valeurs. Les gens comprennent qu'en fait, c'est pas normal que on mange n'importe quoi, que la cuisine doit reprendre une place prépondérante dans nos journées. Donc, de base, c'est chiant. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais du coup, essayons de trouver un modèle ensemble pour que la cuisine devienne de nouveau un moyen sympa. Moi, je suis persuadé que... Moi, j'ai grandi aussi quand j'étais au collège, enfin, au début du lycée, en faisant à manger à mes copains. Ils me donnaient 5 € chacun, j'allais faire mes courses et je leur faisais à manger. Et faire un apéro en cuisinant, c'est trop chouette. Ouais. Du coup, toi, tu as cette version un peu... Cette volonté, en tout cas, d'être un peu pédagogue et donc d'apprendre aux gens à se réapproprier la cuisine, finalement, avec de bonnes valeurs. On en est où, là? Parce qu'on en a parlé de... la frustration de ne pas avoir décroché tel prix. Ouais, tu dis que ça t'a... Après, bon, maintenant c'est facile avec la visibilité que j'ai de dire ça, hein, mais... C'est ta récompense à toi, ça, finalement. Ouais, c'est un peu ma récompense à moi, et pour le coup, je suis vraiment allé la chercher, quoi. Ouais. Donc ça, c'est assez chouette. Et maintenant, j'ai pas trop l'œil vers les récompenses, j'ai plutôt l'œil vers les prochaines étapes qui sont déjà donc l'ouverture d'Envie à la rentrée. Qui est déjà ouvert au moment où ce podcast sort. Et pour moi, vraiment le plus beau cadeau, c'est vraiment des membres de mon équipe qui partent du resto parce que pour diverses raisons et qui insufflent ces valeurs là où ils vont. Ouais, ça fait école. Ouais, c'est chic. Et ça, c'est vraiment le plus beau cadeau que j'ai, quoi. Bon, c'est beau, l'histoire elle est pas finie parce que t'es jeune, mais en tout cas de ces réussites-là, tu les as fait par toi-même. Et pour toi-même, est-ce que ça va? Est-ce que tu arrives dans cette vague d'activités considérable avec tous ces restos, ces vidéos, à vivre pour toi? Moi, je me lève avec le smile tous les matins. Franchement, je travaille avec des personnes qui sont devenues des amis. Il y a des moments qui sont plus durs que d'autres. Il y a des moments où j'ai pas envie de faire certains trucs. Mais je me réveille avec le smile tous les matins. Ouais. Je me couche tous les soirs exténué de ma journée, mais avec un énorme smile aussi. Bon, c'est cool. Ouais. Puis si on te suit sur Instagram, on voit que de temps en temps, tu arrives quand même à boire 1 ou 2 bières ou aller à 1 ou 2 concerts. Ah non, je mets plus la vie privée sur les réseaux sociaux. C'est vrai? Ouais, j'ai arrêté. À une époque, j'ai eu ça, je me suis dit, il est fort quand même, parce qu'il arrive quand même à avoir une espèce de petite vie. Je sais pas comment il fait pour vivre autant de choses. Bah ouais, j'ai un peu la bougeotte. Mais non, j'arrête de mettre ma vie privée sur les réseaux sociaux parce que c'est privé. Ouais, parce que c'est privé, et puis que en fait j'ai déjà plein de choses à raconter sans pour autant montrer que mais c'est surtout que maintenant il y a beaucoup de gens qui te suivent, donc les gens me voient souvent en festoche, hein, mais mais ouais, maintenant il y a plus trop de pour moi je vois plus d'intérêt de montrer ça. Ouais, bien sûr.
Merci en tout cas d'avoir participé. Merci à toi, c'était un super moment. Première version vidéo de Chef. Après 5 ans d'existence, c'était un peu notre parrain. Je rappelle aux gens qui peuvent nous suivre qu'il y a un épisode tous les lundis. Pour ceux qui ne regardent pas YouTube, s'il y en a encore, ils peuvent l'écouter sur les plateformes, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Merci Éloi d'avoir été le premier de cette nouvelle ère. C'est trop cool. C'était trop bien. À toutes. Vous connaissez l'image, vous connaissez désormais l'histoire. Celle d'un gamin qui a appris la rigueur avant la confiance, celle d'un ado timide, d'un rêveur qui voulait être acteur, puis chef, puis les deux peut-être, et qui j'en suis sûr finira par passer une tête un jour sur le grand écran, car si vous le suivez sur YouTube, vous admettrez qu'il a un truc. En tout cas, nous, on n'est pas là pour délivrer une palme, on voit surtout ce qui se fait derrière le pass. Et moi, pour le connaître depuis un petit moment maintenant et avoir suivi toute l'aventure, je sais qu'il y a là un artisan obsédé par un geste juste et qui n'a de cesse de vouloir s'améliorer dans sa manière d'aborder le métier, de l'envisager, de le partager avec ses équipes, avec le public aussi. C'est aussi un chef qui s'investit auprès d'associations, bref, c'est quelqu'un qui veille à ce que la cuisine ne se résume pas à la finalité de l'assiette et pas non plus à l'image du chef, car c'est peut-être la leçon de cet épisode. On peut habiter une image et rester sincère. Merci Éloi d'avoir accepté cette invitation, d'avoir été le parrain de ce nouveau format vidéo. Merci de nous avoir laissé entrevoir ce qu'il y a sous la carapace derrière les couteaux. Et bienvenue à vous, chers auditeurs, chères auditrices, dans cette nouvelle ère de chef. Vous pourrez désormais retrouver tous les portraits ici sur YouTube dans cette version filmée. Si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez, likez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, une nouvelle histoire, un nouveau chef. Salut!